Bienvenue au conseil d'arrondissement de l'arrondissement de Ville-Marie. Permettez-moi de vous présenter mes collègues qui m'accompagnent, qui seront avec nous ce soir. Tout d'abord, Sophie Mauserol, qui est la conseillère du district de Sainte-Marie, M. Robert Baudry, qui est le conseiller du district de Saint-Jacques, ainsi que M. Serge Sasseville, le conseiller du district de Peter McGill, ainsi que mes collègues Vicky Grondin et Alia Hassan-Cournol, nos conseillères désignées. Je tiens également à nommer, à saluer Mme Christina Balog, qui est la commandante du poste de quartier 21. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Et en fait, M. Labelle n'est pas avec nous aujourd'hui. Alors, qui prend la relève? J'ai oublié de demander, c'est M. Dufresne. Monsieur Dufresne... Labelle est en vacances. Donc... Voilà. Alors, je vous laisse présenter vos collègues, M. Dufresne. Bonsoir. Je suis avec Jean-Luc Larchevêque, directeur des services administratifs, Stéphanie Turcotte, directrice de l'aménagement urbain et de la mobilité, Madame Gina Tremblay, directrice de la culture, des sports et des loisirs et du développement social, Anne-Marie Lemieux, secrétaire d'arrondissement, et Madame Aline Faucam, agent de recherche. Bonne soirée. Merci beaucoup, M. Dufresne. Quelques nouvelles en vrac avant de passer à l'ordre du jour et bien sûr à la période de questions des citoyens et citoyennes de Ville-Marie. Tout d'abord, le 1er juillet vient de passer, puis c'est une période qui, on le sait, peut être une réjouissance. On est toujours content quand les gens décident de s'établir à Montréal, mais c'est aussi une période extrêmement stressante pour beaucoup de citoyens qui peinent à trouver un logement qui satisfait à leurs besoins, mais surtout et à leurs moyens financiers. Comme à chaque année, la Ville de Montréal, on augmente les budgets liés aux services d'urgence liés au 1er juillet. On travaille, entre autres, en collaboration avec l'Office municipal d'habitation de Montréal qui peut venir soutenir les personnes qui n'ont pas trouvé. En date le lendemain du 1er juillet, il y avait une quinzaine de ménages qui étaient toujours sans logis et qui sont justement appuyés par l'Office municipal. Donc, je tiens à remercier les équipes. C'est un service qui est mis en amont à partir du mois de février en général parce qu'on sait juste avant la période où les gens doivent terminer leur bail, par exemple, ou que ça commence à bouger. Ceci étant dit, c'est des gens qui nous écoutent, des gens dans la salle qui se retrouvent dans une situation difficile en ce moment en matière de logement ou qui n'ont pas de logement. On vous demande de ne pas hésiter, de communiquer avec la Ville. Faites le 3-1. On est là pour vous aider. Essayez de trouver une solution, tout en étant bien conscient que la crise du logement frappe extrêmement fort partout au Québec, mais surtout à Montréal, étant donné la rareté des logements et aussi très malheureusement avec l'augmentation des prix des loyers, éléments sur lesquels la Ville, on n'a pas de contrôle, mais pour lesquels on est extrêmement préoccupé. D'ailleurs, la Ville invite tous les propriétaires à participer au registre des loyers qui a été mis en place par Vivre en Ville. C'est une façon très, très simple de documenter et d'aider les associations qui protègent les citoyens, les locataires, mais aussi ceux qui cherchent de pouvoir évaluer si un propriétaire a augmenté de façon éhontée les loyers d'année en année. Donc, c'est une façon très simple de pouvoir contribuer quand on est propriétaire. J'ai envie de vous dire aussi, quand on est propriétaire, de ne pas faire des augmentations qui sortent de la normale. On voit une augmentation en ce moment autour de 70 % des prix des loyers. Alors, c'est tout à fait inacceptable en tout temps, mais c'est sûr que dans une période de crise du logement, c'est très problématique. Bref, vous n'avez pas de logement, vous êtes préoccupé, on vous invite à faire le 3-1-1. Peut-être dernier élément, deux éléments, celui en lien avec la gestion ou du moins la cohabitation dans Ville-Marie. On sait qu'il y a des coins où c'est plus difficile. Je pense entre autres dans le coin du quartier chinois. On le sait aussi dans le centre-sud, autour sur Ontario également, dans le village à certains égards. Bref, beaucoup de citoyens nous disent qu'ils voient une nette amélioration, mais nécessairement, on doit toujours faire des efforts supplémentaires et c'est ce qu'on tente de faire ici dans l'arrondissement de Ville-Marie et à la Ville. On n'a pas nécessairement, je le répète souvent, mais à défaut d'avoir des infirmières, des médecins, des intervenants en toxicomanie,
et d'avoir les pleins pouvoirs sur l'itinérance. On essaie vraiment de pallier, de trouver des solutions pour accompagner les gens vulnérables vers les ressources nécessaires. Puis aussi d'assurer la sécurité des citoyens parce qu'évidemment, souvent avec certaines vulnérabilités peut venir aussi d'autres enjeux, je viens de le nommer, de la santé mentale ou des problèmes de toxicomanie. Pas systématiquement, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais il en demeure pas moins que je tiens à remercier le SPVM qui est très présent, qui a augmenté sa présence dans différents coins, dont le village autour de Émilie-Gamelin et ailleurs. Il y a aussi EMIS qui est toujours disponible si vous avez des enjeux ou vous voyez peut-être des personnes à répétition autour de chez vous puis que vous sentez que c'est des personnes qui sont dans le besoin. Le référencement peut aussi aider. Et on va continuer, bien sûr, de faire des demandes. On va vouloir continuer à collaborer avec le gouvernement du Québec pour trouver des ressources d'urgence, mais aussi à plus long terme. On a mis en place des maisons modulaires, n'est-ce pas? Des maisons modulaires qui vont permettre à des personnes qui n'ont pas de logis à pouvoir réintégrer, d'avoir un toit au-dessus de leur tête. C'est un projet qui se fait dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges, merci, Notre-Dame-de-Grâce, mais il en faut un peu partout des projets comme ceux-là. Puis je pense que ça touche aussi la notion d'équité territoriale, c'est-à-dire que dans tous les arrondissements, je pense que autant on veut avoir une équité territoriale en matière de verdissement, qualité des infrastructures culturelles et sportives, mais l'équité territoriale aussi, c'est de s'assurer qu'on ne met pas c'est pas seulement dans un coin de la ville où est-ce que les personnes plus vulnérables habitent ou se retrouvent. On veut avoir des services à la grandeur de la ville pour, justement, dans certains cas, il y a des personnes peut-être vulnérables qui sont à Pierrefonds, Roxborough, qui viennent au centre-ville parce qu'il y a des ressources, mais qui resteraient peut-être dans leur coin, puis qui resteraient près de leur communauté s'il y avait des ressources ailleurs. Donc, nous, c'est un message qu'on va continuer à porter. Les Montréalais sont bienveillants absolument, mais on veut aussi s'assurer que les gens se sentent en sécurité dans leur quotidien et d'assurer leur qualité de vie. C'est un équilibre qui n'est pas toujours facile et je pense qu'il y a beaucoup de citoyens qui peuvent en témoigner, des personnes vulnérables aussi, mais il faut qu'on trouve un équilibre dans tout ça. Et sinon, en terminant, juste vous dire, au point de vue culturel et des activités, il y en a plein dans l'arrondissement. Si vous passez une partie de vos vacances ou si vous restez en ville, n'hésitez pas à consulter le site Internet. Il y a aussi le bulletin qui a été distribué en amont, qui donne toutes les activités qui se passent dans les parcs de la musique, de la culture. Il y a des arts du cirque, il y a tellement de choses. Il y a bien sûr tous les festivals qui se passent dans le centre-ville. Puis une programmation gratuite. Donc, on vous invite à en profiter. Et tout à l'heure, ma collègue Sophie et moi sommes allés faire un petit tour à la piscinette qu'on aime beaucoup, que les citoyens de Sainte-Marie aiment. Mais elle est ouverte pour tout le monde, là, qu'on soit dans Saint-Jacques ou dans Peter McGill ou tout autour. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour à notre piscine en container qui est Notre-Dame, Sainte-Catherine et du Havre. Merci beaucoup, Sophie. Mais ce genre d'activité qui permet aux gens de se rafraîchir, entre autres lorsqu'il fait très chaud. Alors, sur ce, écoutez, entrons dans le vif du sujet avec l'ordre du jour. Et Madame Lemieux, je vais vous laisser débuter avec le point 10.01. Donc, 10.02, nous sommes dans les dossiers dossiers d'urbanisme. Donc, des demandes de dérogation mineures, c'est la période d'intervention du public. Donc, un avis a été publié dans l'édition du 21 juin 2025 du quotidien Le Devoir relativement à 4 dossiers. Donc, le 189 avenue VGS, c'est une construction d'une dépendance en cours avant. 300 rue Sainte-Catherine-Ouest, un plan d'ensemble d'affichage comportant des enseignes qui ne sont pas accrochées sur la façade et installées devant des fenêtres, ainsi que 2 enseignes de nom d'immeubles dont la superficie est supérieure à 1 mètre carré, qui correspond au point 40.07 de l'ordre du jour. Le 1272 rue Ontario-Est, un taux d'implantation maximale qui correspond au point 40.08 de l'ordre du jour, ainsi que le 740 rue Notre-Dame-Ouest, un agrandissement en cours avant qui correspond au point 40.09 de l'ordre du jour. Au point 10.03, ce sont des demandes d'autorisation d'exercer un usage conditionnel. Un avis a été publié dans l'édition du 21 juin 2025 du quotidien Le Devoir également.
Donc, c'est le 1900 rue Sherbrooke-Ouest, un usage espace habitable sous le niveau du rez-de-chaussée qui correspond au point 40.10 de l'ordre du jour. Le 400 rue Sainte-Catherine-Est, un usage occupation événementielle qui correspond au point 40.11 de l'ordre du jour. Le 475 boulevard de Maisonneuve-Est, un usage occupation événementielle correspondant au point 40.12 de l'ordre du jour, ainsi que le 2875 rue Hochelaga, 2 usages, soit occupation événementielle et activités communautaires ou socioculturelles, qui correspond au point 40.13 de l'ordre du jour. On est dans une période d'intervention du public, donc relative aux points d'urbanisme. Les interventions doivent porter précisément sur les points à l'ordre du jour, soit les dérogations mineures, l'une d'entre elles, ou les usages conditionnels, l'un d'entre eux. Nous avons dans les pochettes des personnes qui se sont déjà inscrites pour poser des questions relativement à ces dossiers. Alors, Madame la mairesse, je vous laisse la parole. Oui, oui, bien sûr. Donc, Monsieur Jérôme Vidry, on va vous apporter un micro. Oui, alors je voulais poser une question. Donc, ce conseil va voter l'agrandissement de spectre de rue, notamment en implantant des salles d'inhalation. Et donc, je représente l'association citoyenne du village de Montréal et je voulais savoir pourquoi il n'y a eu aucune consultation des résidents sur ce projet-là et pourquoi il n'y a pas de mesure de l'impact sur l'environnement immédiat de spectre de rue. On sait que déjà le spectre de rue a un impact non négligeable sur la rue Ontario, sur les commerçants, sur les résidents. Donc pourquoi il n'y a aucune consultation de fait sur ces sujets-là? Merci. Merci beaucoup pour votre question. En fait, tout d'abord, là, dans toutes sortes de processus d'urbanisme un peu plus techniques, il y a des fois, par exemple, si c'est des permissions spéciales où on va faire des consultations d'office. Ici, c'est une dérogation qui est dite mineure parce qu'on parle d'un agrandissement d'un usage qui existe déjà. Donc, on vient augmenter l'offre de services à l'intérieur, mais il n'y a pas de transformation qui fait en sorte qu'on est obligé de passer par une consultation publique. Donc, dans ce cas-là, il n'y a pas de consultation. Si vous faites référence à l'offre de services à l'extérieur, ça, c'est vraiment un mandat qui est donné par la santé publique à l'organisme. Donc, après, c'est aussi sa prérogative sur l'offre de services des organismes communautaires au gouvernement du Québec de proposer d'avoir un service qui est étendu. Si, de notre côté, dans l'analyse qu'on a du projet, on le voit vraiment d'un point de vue urbanisme, mais on est conscient qu'il y a des enjeux dans le secteur. On a d'ailleurs rencontré le collectif aujourd'hui pour voir comment on peut pas mettre en place des mesures de mitigation. Il faut dire aussi qu'une agrandissement de l'organisme permettrait à plus de personnes d'être à l'intérieur plutôt que d'attendre à l'extérieur. Donc, ça peut être aussi une bonification devant la rue, mais bien évidemment, pour tous les enjeux qui sont en périphérie, dans le parc, par exemple, à côté, qui ne sont pas toujours tributaires par l'organisme, parce qu'on le sait qu'on a d'autres générateurs de populations vulnérables aussi. Par exemple, il y a l'hôpital qui n'est pas très, très loin. Mais là, on veut travailler avec le collectif qui s'est formé en Ontario, avec les organismes communautaires du secteur, pour voir comment on est capable de bonifier l'offre de services sur la rue. Donc, on est conscient des enjeux sur la rue Ontario. Je pense que la mairesse l'a abordé. Mais pour nous, ici, c'est un processus qui est normé sur l'agrandissement de l'organisme. Merci pour votre question. Merci. Et Monsieur Morissette, Monsieur Clément Morissette. Oui, on va vous apporter le micro. Bonjour. Oui, bonsoir. C'est la première fois que je prends la parole pour un conseil d'arrondissement, donc je suis content de faire entendre ma voix. Ma question concerne aussi Spectre de rue. Oui. Je suis habitant de la rue Ontario. Ça fait un peu plus de 3 ans que j'y habite et depuis 1 an, on voit la dégradation vraiment de la situation. Je vais vous parler un peu avec mon cœur de papa. Moi, j'ai une jeune fille de 18 mois et depuis quelques jours, ma femme refuse d'aller faire l'épicerie sur la rue Ontario. On doit changer nos habitudes, on doit faire attention, on doit esquiver les insultes, les personnes errantes sur les trottoirs, on doit changer de trottoir. Donc ça commence à faire beaucoup, concrètement. Et ensuite, du coup, je suis là parce qu'effectivement, il y a eu ce projet d'agrandissement. Et quand j'ai lu je pense que c'est le dossier, le résultat du comité d'urbanisme qui disait que pour se justifier d'accorder cet agrandissement, qu'il n'y avait pas de dommages sur le domaine public. J'ai plus exactement le terme exact. Et c'est vrai que ça m'a un peu choqué, ce terme-là, parce qu'il y aura un dédommage sur le domaine public. Ça va amener des gens, du trafic, etc. C'est pas anodin. Et pour nous, pour moi en tout cas, c'est pas une dérogation mineure, ça va être majeur dans le quartier. Et donc je sais pas qu'est-ce qui justifie vraiment qu'il n'y ait pas d'impact sur le domaine public, parce que pour moi, pour ma famille, ça en aura un.
Voilà, je vous remercie. Je voudrais juste peut-être répondre premièrement à vos préoccupations. Elles sont absolument légitimes parce qu'on le disait, quand les populations plus vulnérables, souvent il y a des besoins ou il y a des problématiques qui s'alimentent les unes les autres. Donc, premièrement, quand on parle d'un agrandissement, je veux vraiment, comme le dire, on rajoute pas du pied carré. Hein. C'est vraiment important de le rappeler. C'est vraiment de l'intérieur. Il y a plein de projets. Puis je pense que c'est pour ça peut-être que ça a l'air très froid comme dossier. C'est que c'est vrai, c'est vu d'un point de vue administratif et urbaniste et c'est un agrandissement de l'intérieur. Donc, je veux quand même le mentionner, là, que si ça vous a choqué, là, c'est pas parce que c'est pas important. C'est vrai que pour eux, on regarde le pied carré, on regarde vraiment là, des règles, des limites. C'est vraiment dans cet esprit-là. Ceci étant dit, Madame Balogne, qui est la commandante du poste de quartier du SPVM, est ici ce soir et elle nous accompagne, je voudrais, depuis un an, le SPVM est toujours présent parce qu'on le sait qu'il y a une augmentation, puis ça bouge, c'est pas toujours au même endroit. On a eu, l'année dernière, c'était beaucoup plus dans le village, moins sur Ontario, ça bouge. Donc, on est dans un quartier dans le centre-ville où il y a toutes sortes de populations, mais dont on veut des familles. Fait que vous êtes super important. Fait que je veux vraiment que vous l'entendiez. La commandante est ici. Le collectif qui a été rencontré, je pense que ce qu'on souhaite, puis avec qui on veut travailler, c'est vraiment de venir renforcer le sentiment de sécurité. Puis j'ai envie de vous dire que ça peut vraiment marcher. Je dis pas ça pour envoyer ça dans l'air. C'est que quand tout le monde travaille ensemble, les intervenants sociaux, spectre de rue aussi, puis il faut qu'ils l'entendent aussi, ce que vous avez à dire, puis je suis sûre qu'ils nous entendent, puis on les invite à écouter les préoccupations. Tout le monde a une responsabilité pour trouver des solutions pour pas que vous vous sentiez pas bien. Ce que vous me dites par rapport à votre épouse, on veut pas entendre ça. Puis en même temps, on sait que si les personnes sont plus à l'intérieur, parce que ce service-là existe, hein, il va pas nécessairement disparaître, bien, il vaut mieux qu'il soit à l'intérieur plutôt que dans la ruelle ou dans le parc. Alors, ce que j'ai envie de vous dire, c'est l'agrandissement de l'intérieur, oui, va se faire, mais pour sûr, on va pas juste laisser aller la situation. Je pense qu'on a des outils. On a déjà montré que ça fonctionnait. Il faut mettre de l'attention et on peut le faire. Alors, je vous invite à j'espère qu'on va pouvoir continuer la conversation. Je sais que Robert a rencontré plusieurs personnes là, du collectif, mais on va trouver des solutions ensemble parce qu'on veut que vous soyez profitiez du quartier. On ne veut pas que vous restiez à la maison. Merci beaucoup pour votre question. Et à ce moment-ci, bien, écoutez, ça va nous amener. Je pense qu'il y a d'autres questions aussi en lien avec ce sujet-là, évidemment, dans la période de questions. Donc, on pourra aussi continuer l'échange à ce moment-là. Madame Lemieux, je pense que vous allez nous amener au 10.03 à ce moment-là. En fait, Madame la mairesse, on est rendu à les deux points. Les 2 points 10.02 et 10.03 sont ensemble. En fait, je veux simplement m'assurer qu'il n'y a pas... Oui, bien sûr. Il y a d'autres personnes qui souhaitent intervenir sur les dossiers d'urbanisme mentionnés. Sur les autres points. Sur les autres points de dérogation mineure. Mentionnés. Merci beaucoup, Madame Lemieux, effectivement. Et ça nous amène à ce moment-ci au point 10.04. On va adopter l'ordre du jour, mais on va ajouter un point qui est le 20.18. C'est d'approuver la convention se terminant le 30 décembre 2027 avec l'espace LGBTQ+, pour le projet Espace Plus Village et accorder une contribution financière de 625 000 $. Et en fait, on va peut-être choisir les proposeurs appuyés. Pour ce projet-là, ça va être M. Baudry et appuyé par Mme Mauserol. Et on va garder le proposeur et l'appuyeur pour l'ensemble des points. Alors, ça nous amène à ce moment-ci à la période de questions du public. On a des questions, bien sûr, en présentiel et des questions en ligne. Pour ceux, je vois des nouveaux visages. Donc, vous avez 1 minute 30 pour poser votre question. On vous répond. Vous pourrez poser une deuxième question aussi, 1 minute 30. Pourquoi on met la minuterie? C'est vraiment parce que vous êtes nombreuses. On veut prendre et donner le même temps à chacun pour des soucis d'équité. Alors, on va commencer avec M. Auger. Gaétan, on vous apporte le micro. Bonsoir, Madame la mairesse, Mesdames, Messieurs les conseillers. Je me présente, Gaétan Auger. Je suis résident de quartier Sainte-Marie depuis presque 20 ans.
Et je reviens ce soir parce que un mois, j'ai amené un projet pilote. D'avoir... c'est ça. C'est un projet pilote d'avoir des contenants avec des arbres sur la rue Sainte-Catherine Sud entre Deslormiers et Parthenay. Après un mois, les arbres sont toujours pas là et j'ai téléphoné, vous avez le document, j'ai téléphoné à l'arrondissement. Et un des fonctionnaires qui est là m'a dit, on a les arbres, on a les pots, mais on n'a personne pour les arroser. Alors, si vous trouvez quelqu'un, on va mettre les pots. Hein? Ben, je demeure à côté, je pourrais aller les arroser. Il faudrait peut-être demander à Super C s'il veut me donner l'eau, là. Peut-être. Ça serait peut-être une... Donc, qu'est-ce que... J'étais quand même encouragé il y a un mois parce que Mme la mairesse, M. Baudry, puis Mme Mouzeron, vous étiez vraiment enthousiastes face au projet. Puis je pense que c'était quelque chose d'assez simple à faire. Et là, en jasant justement avec le fonctionnaire, qu'est-ce qu'il m'a dit? C'est que dans le village, l'arrondissement, depuis des années, avec la SDC, ils ont une entente pour faire l'entretien des contenants avec les arbres et autre chose aussi. Donc, je me disais, la première proposition, est-ce que ça serait possible d'avoir un budget discrétionnaire comme projet pilote pour cette année, cet été, parce que cet hiver, pour permettre d'arroser peut-être, mettons qu'on commencerait avec 6 arbres. Monsieur Auger, je vais laisser, mais je vais être bien honnête avec vous. Les budgets discrétionnaires, c'est pour des organismes. Fait que je veux quand même... Okay. Mais je pense vraiment qu'on est capable d'aller de l'avant avec ou sans budget discrétionnaire. Fait que je vais laisser mon collègue, M. Dufresne, qui est en charge des travaux publics. Auger, bonjour. Je vais juste vous rassurer que votre demande, on l'a, on va l'analyser. C'est juste qu'on est en pleine période de plantation au mois de juin. Les équipes ont quand même des listes à faire et c'est dans les travaux qui nous restent à faire. Je vais vous donner des nouvelles. C'est sûr que nous, on vise plus à planter des arbres ou des végétaux que des pots, évidemment, parce que le coût environnemental est moins bon. Donc, c'est ce qu'on est en train d'analyser, puis on va vous revenir très rapidement. Là, j'ai votre adresse, votre numéro de téléphone. D'ici une semaine, vous allez avoir une réponse de ce qu'on peut faire. Okay. Pire, ce sera peut-être des pots, mais on aimerait faire mieux. Oui, bien, c'est sûr. Si vous voulez refaire les trottoirs, puis les élargir, puis mettre des saillies avec des arbres, je ne peux pas être contre la vertu. Mais on regarde, par exemple, je ne veux rien vous promettre, mais on regarde quand même. Des fois, on peut ouvrir les trottoirs, faire au moins des petites fosses de plantation, des trucs de même. Là, donc, c'est ça qu'on va regarder, puis je vais revenir rapidement. Merci. Oui. Merci beaucoup. Madame Jasmine Lai, s'il vous plaît. On va vous apporter le micro. Bonsoir, madame. Bonsoir, Jasmine Lai, agente de mobilisation table de quartier Peter McGill. Et entre 2005 et 2023, la mise en chantier de logements sociaux représente 3,3% des mises en chantier totales dans l'arrondissement de Ville-Marie, contre 12% pour le reste de Montréal. De plus, la distribution des logements sociaux est d'autant plus marquée dans Peter McGill, qui compte seulement 6% des logements sociaux et communautaires que l'on retrouve dans Ville-Marie, alors que le district compte 40% de la population de l'arrondissement. Comment l'arrondissement justifie-t-il telle inéquité territoriale et comment va-t-il remédier à cela? Merci beaucoup pour votre question, Madame Lai. Ça me fait vraiment plaisir de vous rencontrer. Effectivement, vous avez raison. Il y a effectivement un déficit de logements sociaux dans Peter McGill. Nous sommes au fait de cette situation-là. Puis d'ailleurs, c'est un dossier sur lequel moi, personnellement, je me suis penchée dans les dernières années, notamment avec votre prédécesseur, Madame Émilie Coughlin. On a eu plusieurs rencontres. Je suis aussi sur la table Habiter Ville-Marie, qui est la table de concertation autour de l'habitation là, dans Ville-Marie. Aussi avec le comité logement, on a des liens très, très étroits. Donc, avec Émilie, à ce moment-là, on avait justement envisagé différents scénarios qu'on avait présentés au service de l'habitation. Vous comprendrez, on ne peut pas nécessairement donner de l'information très spécifique sur la stratégie immobilière, mais je peux vous assurer qu'il y a du travail qui est fait, notamment au niveau du droit de préemption. Donc, il y a des sites qui ont été identifiés à ce stade-ci. Donc, on est toujours très, très impliqués aussi dans la stratégie de développement de logement social, d'ailleurs, qui a été mise à jour en février 2025
2005, c'est l'arrondissement de Ville-Marie qui a supporté cette initiative-là. Donc, je peux vous rassurer, on est sur le terrain avec les différentes entités qui travaillent, notamment avec vous, avec les différents groupes, les OBNL. Puis, il y a aussi différents projets là, qui sont sur le point de voir le jour, notamment sur la rue Saint-Antoine. Sur la rue Saint-Antoine, je suis désolée, le projet de l'OMHM, 150 logements familiaux quand même. On a aussi le projet sur la rue de Versailles qu'on a vu tout récemment. Et en 2020, je crois, la coop de la Montagne Verte. Donc, on a espoir qu'on sera capable de développer davantage de logements pour Peter McGill qui en a grandement besoin. Oui. Merci. Ma deuxième question. On observe que 60% des logements de quartier ne comptent qu'une chambre ou moins, contre 33% à Montréal. Les écarts sont encore plus marqués pour les logements de 3 chambres. Ceci ne représente que 8% des logements de Peter McGill, alors qu'ils constituent 23% des logements montréalais. Ces logements inadaptés poussent les jeunes familles à quitter le quartier. Ce problème a notamment été identifié lors des rencontres avec les participants des programmes mis en place à la maison de quartier. Beaucoup estiment qu'il est difficile de rester dans le quartier en raison des prix élevés des logements et de leur taille, ainsi que du manque d'écoles. Ville-Marie s'assurera-t-elle que les nouveaux logements sur le marché qu'elle pourra construire à l'avenir auront une bonne proportion de logements de 3 ou 4 chambres à coucher pour les résidents avec les enfants et les familles intergénérationnelles puissent rester? Oui, allez-y. Oui, bien, je vais faire ça très simple, mais on se voit souvent, puis je pense qu'on a la chance de pouvoir discuter avec votre organisation à plusieurs reprises. Vous savez que dans le domaine privé, la Ville n'a pas la capacité de forcer des promoteurs privés à faire du logement de grande taille ils pourraient satisfaire de faire des studios. C'est pour ça que notre administration a mis le règlement pour une métropole mixte. Là, on force d'une certaine façon, on joue, on vient comme mettre des paramètres pour essayer d'inciter de façon beaucoup plus importante de faire du logement abordable, du logement social, puis d'avoir des logements pour les familles. Je ne vous cacherai pas qu'il demeure un enjeu financier parce qu'il faut que le logement social soit financé par le gouvernement du Québec. Là, je pense que vous connaissez bien les règles de financement, mais il en demeure pas moins que vous avez tout à fait raison de dire que si on veut garder les familles à Montréal et surtout dans le centre-ville, bien, il faut une offre de logement. Des penthouses, c'est bien correct, ou des condos d'une chambre ou de studio, c'est correct, mais on ne peut pas avoir que ça. Alors, il faut vraiment développer une offre. Puis on travaille avec les promoteurs via le règlement pour une métropole mixte pour les amener à faire du logement qui va répondre à différents besoins. Merci beaucoup pour votre question. Merci. Madame Fiona Wells. Merci. Je travaille aussi pour la table de quartier Peter McGill. Le gouvernement Carney s'est engagé à doubler le nombre de logements construits chaque année au Canada pour atteindre 500 000 unités. Il sera toutefois essentiel qu'une part significative de ces logements soit consacrée au logement social. Mais malheureusement, on peut nourrir certaines inquiétudes. En 2017, la stratégie nationale sur le logement présentée par le gouvernement libéral promettait un investissement de 40 milliards de dollars sur 10 ans, principalement destiné aux personnes les plus vulnérables. Or, seulement 15 milliards ont effectivement été versés, ce qui a compris les objectifs initiaux. Et dans ce contexte, comment Ville-Marie compte-t-elle garantir que des logements sociaux soient construits dans le cadre de ce nouvel élan national? Et quels mécanismes seront mis en place pour assurer que les besoins des citoyennes à faible revenu soient réellement pris en compte? Merci. Merci beaucoup pour votre question, Madame Wells. Ça me fait également plaisir de vous rencontrer. J'espère qu'on aura la chance de se revoir bientôt pour discuter de tout ça, justement, parce que j'ai cette impression que c'est une discussion un peu à poursuivre. Puis, je ne sais pas si vous êtes aussi sur la table Habiter Ville-Marie, là, mais c'est le genre de discussion qu'on pourrait avoir. Effectivement, il y a plusieurs programmes là, qui sont déployés à travers la Stratégie nationale sur le logement. Puis, on est là aussi avec le service de l'habitation pour accompagner les OBNL, accompagner les organismes là, pour les montages financiers, entre autres pour aider à boucler, parce qu'on sait que c'est un casse-tête un petit peu assez pharaonique. En tout cas, c'est compliqué.
Le mot m'échappait. Mais effectivement, on est toujours là comme partenaire de premier plan là, pour accompagner les organismes à naviguer à travers tout ça. Merci. Merci beaucoup pour votre question. Monsieur Jean Duval. Bonsoir à tous. Moi, c'est concernant ce qui touche les événements à caractère religieux qui se produisent à Montréal. C'est la raison de la question que je vais poser. Vous souvenez-vous, Madame la mairesse, il y a quelques mois, ici même, il y avait eu, dans cette salle, dans les 3 dernières rangées, dans le fond, c'était rempli de protestants pro-palestiniens qui scandaient haut et fort durant le conseil, là. Se sont mis à vous traiter des noms. Je ne répéterai pas, là, c'était pas joli. Là. Et puis, vous avez été lente à réagir. Lent, et ça fait d'insulter tant que ça, c'est dur à faire hein, et à apprendre. Et puis, je me suis dit, mon Dieu Seigneur, où est-ce qu'on est rendu comme société? Et puis, vous avez quitté la salle pour tempérer le moment. La police est venue, vous l'avez appelé, mais est arrivé quelques corps policiers là, se sont présentés. Et vous auriez pu mettre ces gens-là à la porte parce que c'était trop. Là. C'était quasi des menaces, là, si c'est peu dire. Et puis, vous avez pris des gants blancs, vous avez porté aucune accusation, puis vous avez demandé aux policiers de prendre leurs gants blancs puis faire en sorte de les faire sortir tranquillement. Et puis, eux criaient. Ils auraient pu les mettre dans un panier à salade. Aujourd'hui, là, je fais le lien avec les prières de rue, les groupes, on va les nommer par leur nom, là, les groupes islamistes là, à Montréal, provoquent une autre religion qui est celle de la majorité. Et puis, ils vont jusqu'à se manifester devant la basilique Notre-Dame dans le Vieux-Montréal. Alors, ils ont bloqué la rue, ils ont bloqué le passage, le trafic, et puis, les policiers qui étaient présents n'ont rien fait, ils ont regardé. Il y a eu Rebel News qui les a filmés, et puis ils se sont fait pousser Rebel News au point où est-ce que c'était vraiment des agresseurs. Alors, les policiers ils ont même dit à un des Rebel News, t'es mieux d'arrêter parce qu'on va t'arrêter. Je n'en venais pas. Tout ça. Il y a bien du monde comme ça sur Facebook. Là. Et puis, c'était comme incroyable de voir où est-ce que Montréal est rendu. Alors, moi, ce laxisme-là qui vient des autorités qui sont la vôtre, Projet Montréal est au pouvoir, et puis on semble vouloir laisser ce groupe de protestataires pro-palestiniens, violents, agressifs, faire le pluie et le beau temps. Monsieur Duval, s'il vous plaît. Non, mais il est à 0. Alors, soit vous continuez, vous connaissez bien la maison. On a Là. déjà continué. Le duo. Il a déjà fait les deux. Ah, on a déjà fait les deux. Alors, votre question, Monsieur Duval, il va en avoir juste une. Bon, c'est pas vous qui allez le faire. Il faut que Montréal... Monsieur Duval, votre SPVM, question, s'il vous plaît. Qui va faire en sorte, qu'à part les citoyens que je suis, là, que de faire la demande haut et fort pour que le SPVM, qui est la police de Montréal, Votre question, et la police Monsieur de Duval. Valérie Plante, soit mise en tutelle. Bon. Parce que c'est pas vrai qu'on va laisser des groupes Non, mais Monsieur Duval, c'est religieux correct, vous avez manifester posé comme ils votre le font. question. Puis honnêtement, moi, je pensais que vous alliez me poser la question sur comment les règlements qui entourent, que ce soit la parade, comment ça s'appelle, il y a le groupe catholique qui bientôt va faire la marche. C'est ça, la marche de Jésus, tu sais, qui se produit à chaque année, ou quand il y a des groupes qui veulent prier dans un parc. Je pensais qu'on était autour de ça. Donc, je voulais laisser ma collègue, Mme Tremblay, répondre. Mais pour le reste, ça avait l'air plus d'un commentaire. Vous parlez de tutelle, vous faites des amalgames avec plein de groupes, vous jugez, vous faites des insultes. Non, monsieur Duval. Oui,
Je suis d'accord, là. Ben, c'est correct, mais ce que je veux juste vous répondre, c'est que... Je ne pas à autre chose que votre commentaire. Mais, Monsieur Duval, je vous laisse... Non, je pense pas que je vous dis que vous n'êtes pas correct. C'est que je peux pas répondre à une question, ou en tout cas un commentaire qui fait des amalgames comme vous le faites. Vous portez des jugements sur ce que je dis, ce que je fais. Vous avez le droit de le faire, mais moi, j'ai rien à répondre là-dessus. Donc, on va se laisser là-dessus pour passer un bel été. Et puis, on se reverra au prochain conseil. Non, Monsieur Duval, c'est le temps de passer la parole. Monsieur Duval, tout le monde, c'est pas vrai, tous les règlements se suivent. Il n'y a pas personne qui est au-dessus des lois ni des règles. Alors, je pense que... Puis vous le savez très bien. Monsieur Duval, merci beaucoup de laisser la parole à d'autres citoyens et citoyennes. Je vais vous souhaiter un bel été. On se revoit. Alors, non, mais c'est correct, Monsieur Duval. À chaque fois, vous nous demandez quelque chose de différent. Monsieur Duval. Bon. Les agressions contre les citoyens à Montréal. Pouvez-vous couper... Que je suis capable d'accepter. Monsieur Duval, c'est quand... C'est bon, on sait ce que vous pensez. Vous trouvez que le SPVM ne fait pas sa job. Je pense que vous nous le dites à chaque fois. C'est votre droit. Je vous ai répondu. Laissez les autres citoyens prendre leur temps de parole. Merci. Bon. Monsieur Jérôme Vidry, je pense que vous avez pris la parole. Souhaitez-vous prendre Avez-vous une nouvelle question pour nous? Oui, parfait, d'accord. On vous écoute. Oui, donc comme représentant de la CVMTL, nous aimerions savoir pourquoi nous semblons être exclus du processus de redéveloppement de la rue Sainte-Catherine et seules les considérations des commerçants et de l'ADC semblent compter dans l'équation. Bien, en fait, vous n'êtes absolument pas exclu. Là. Ce qu'il faut savoir, c'est que le projet de requalification de la rue Sainte-Catherine, de la transformation de la rue, c'est un projet de longue haleine qui a commencé dans des réflexions citoyennes avec les forums du village. C'est là qu'on a commencé la consultation. L'association, est vrai, n'existait pas à ce moment-là, mais plusieurs membres de l'association ont participé au forum du village et il y a eu des processus de consultation. Ensuite, il y a eu d'autres rencontres qui ont lieu. Là, actuellement, vous avez raison, là, on est dans un processus beaucoup plus, je vous dirais, technique avec l'opération d'une rue commerciale. Donc, on le travaille un petit peu plus à ce moment-ci avec la SDC du village pour tous les enjeux de desserte, pour aussi le besoin de places commerciales, par exemple, pour les terrasses. Donc, c'est vraiment des éléments là, très techniques là, qui vont nous amener à des propositions. Et notre engagement qu'on a pris auprès de l'association citoyenne du village, c'est par la suite de revenir vers l'association citoyenne du village. On a encore beaucoup de temps. C'est un projet qui va se passer sur plusieurs années par phase. Puis on va pouvoir justement venir amener des bonifications là, qui seraient apportées par l'association citoyenne, pas seulement avant que le projet se mette en œuvre, mais aussi tout au long du projet. Donc, absolument pas, vous n'êtes pas exclus et c'était un engagement que j'avais fait personnellement lors de ma dernière rencontre avec le comité des citoyens du village. Vous avez une question? Oui, on vous écoute. Parce que là, normalement, les travaux sont censés commencer à l'automne, non? Finissez votre question, oui. Finissez votre question parce qu'on ne peut pas rentrer dans une discussion. En fait, on avait compris que les travaux allaient commencer là bientôt et que les contrats allaient être signés avant les élections. Donc, ce qui nous amène à l'automne et on n'a pas été consulté à date, ce qui nous laisse très peu de délai. Donc, voilà. Bon, j'avais rencontré le précédent comité de coordination de l'association. Je sais qu'il y a eu un peu de renouvellement, mais on avait très clairement là, signifié que les travaux ne commenceraient pas dans tous les cas cet automne. Donc, il y avait un décalage qui était fait. On l'avait annoncé publiquement. On l'a aussi annoncé aux commerçants du village pour qu'ils puissent se préparer, parce que eux, des travaux, c'est de se préparer dans des plans de contingence, là, si on veut dire aussi, puis que les programmes de la ville soient prêts pour les soutenir. Donc, ça ne sera pas cet automne, alors il nous reste encore amplement de temps pour pouvoir parler de ce projet-là. Mais je tiens vraiment à mentionner que je pense que la rue Sainte-Catherine-Est, là, ça a été des consultations là, dans la rue, les citoyens, pendant 2 ans. Fait que je veux juste, c'est correct que vous me dites comme le groupe tel qu'il est maintenant n'a pas été, moi, j'ai pas été consultée, par exemple, mais je tiens vraiment à réitérer là, à quel point, là, je pense aux charrettes, il y a eu tellement d'éléments qui ont été mis en place, mais de toute façon, là, on a dû repousser, mais on va continuer de prendre de l'input parce que l'idée, c'est qu'on veut que ça soit un projet qui fonctionne, là, qui marche. Donc, on pourra continuer la discussion assurément. Merci. Merci. Monsieur François Godin. Hein? Bonsoir tout le monde. Mon nom est François Godin. Je suis résident de la rue Argile au Argyle, comme vous dites.
la place où il n'y a pas beaucoup de familles là-bas parce que les loyers varient entre 4 000 et 8 000 $ par mois. Là. Ben, en tout cas, moi, ce que je veux apporter ici, écoutez, il y a eu un immeuble qui s'est construit qui s'appelle le 1001 Lucien Lallier. Depuis que cet immeuble-là a été construit, c'est l'enfer à toutes les semaines à Montréal. Premièrement, je ne sais pas pourquoi, mais il y a tout... Moi, entre la rue Argile et Overdale, il y a un stationnement qui est là. Il y a des voitures qui ont le droit d'être là. Mais il y a toujours un camion, une voiture qui se stationne devant l'entrée, qui fait en sorte qu'on ne peut plus sortir. À tous les jours, quasiment. Puis les fêtes de semaine, j'en parle pas. J'ai déjà vu, à un moment donné, 4 voitures là, qui essayaient de se tosser là, pour sortir, là, etc. Et ceci emmène des désagréments énormes et même sécuritaires. Parce que moi, personnellement, le fait de klaxonner une voiture pour qu'elle s'enlève, pour que je puisse rentrer dans mon propre driveway, mais les gens débarquent de la voiture, veulent se battre avec moi. Imaginez, on est rendu là à Montréal. Un autre problème également, il y a des camions qui se stationnent. Hein? Lucien Lallier, vous le savez, c'est pas une rue qui est très large. Les camions se stationnent. Nous, on veut sortir. On ne voit absolument pas les voitures qui arrivent. Monsieur Godin, je vais juste... Ça fait 1 minute 30. Fait que je vais laisser mon collègue répondre, puis on pourra après ça continuer pour votre deuxième. D'accord? Bonjour, Monsieur Godin. Mon nom, c'est Serge Chasseville. Je suis votre conseiller de la ville. Je connais très bien ce coin-là. La rue Argyle, je l'ai faite porte par porte pendant la campagne électorale. J'ai vu en arrière les espaces de stationnement, alors je suis capable de visualiser ce dont vous parlez aujourd'hui. Par contre, ce que je dois vous dire très honnêtement, c'est que c'est la première fois que j'entends parler de ce problème-là. Alors, j'ai vos coordonnées. Ce que je vais faire, c'est que je vais regarder ça avec les équipes de l'arrondissement et puis les équipes du cabinet des élus, puis on va vous revenir là-dessus parce que le problème que vous soulevez est effectivement un problème important et puis il faut faire quelque chose. Oui, parce qu'effectivement, c'est important et dangereux. D'ailleurs, j'aurais une proposition à faire. Qu'est-ce que la Ville attend pour installer, mettons, un miroir en face du driveway? Comme ça, on pourrait voir les voitures qui viennent. Parce qu'oubliez pas qu'il y a l'entrée de l'autoroute qui est là. Mais les voitures, ça passe vite, puis pas rien qu'à peu près là. Puis là, on est devant un métro. Autre question, comment ça se fait qu'on a enlevé les poubelles au métro Lucien Lallier? Imaginez, plus de poubelles. Où c'est que vous pensez qu'ils mettent les poubelles, les gens? Bien, ils en mettent par terre, c'est tout. Bien, écoutez, M. Godin, tu sais, je pense, bien, là, c'est comme vous voulez, on peut continuer, mais l'idée, c'est que vous venez nous 50 voir. secondes. Oui, c'est juste, je veux juste vous dire, vous me dites pourquoi on fait pas ci, on fait pas ça. Bien là, vous nous en parlez. On va se rencontrer, puis on va regarder ce qui doit être fait. Là, je veux juste vous rassurer, là, on part de zéro ensemble. Là. Fait que là, on va avancer. Non, mais je suis surpris qu'on n'est pas au courant des problématiques. Là, c'est sérieux. Venez me voir, vous les montrer. Là. M. Godin, c'est pas ça. On ne dit pas qu'on vous croit pas, mais c'est normal. Un arrondissement, une ville, il y a plein de rues. Là. Il y a 10 000 km de rues. Alors, vous comprendrez que... Donc, on est bien content que vous veniez nous voir pour nous en parler. On vous laisse 30 secondes. Allez-y. Alors, on va laisser ma question. Quelles mesures vont être mises en place à court et à long terme pour empêcher les livreurs, les Uber, les camions, les déménageurs, les voitures de bloquer l'accès de notre ruelle ainsi que de sécuriser l'ensemble des gens vivant dans le coin? Bien, écoutez, comme je vous ai dit tout à l'heure, moi, personnellement, c'est une problématique que j'apprends ce soir. C'est une rue que je connais bien, d'ailleurs que j'utilise parce que moi, j'habite l'avenue du Musée qui donne sur la rue Crescent, qui donne sur la rue Lucien-Lallier. Vous pourriez venir me voir? Je l'utilise, la rue. Par contre, la problématique, je ne la connaissais pas. J'ai vos coordonnées. On va travailler avec l'équipe du cabinet et puis avec les équipes de l'arrondissement. Même, vous soulevez un problème de mobilité. Il y a le service de la mobilité de la Ville-Centre. On va regarder ce qui peut être fait et puis on va vous revenir. Merci d'être venu nous voir, nous sensibiliser. Et je vais inviter M. Marc Provencher à prendre le micro. Bonsoir, Madame la mairesse et messieurs, mesdames les conseillers.
Voilà 50 ans que j'habite Ville-Marie et récemment, j'ai aménagé dans les habitations Jeanne-Mance. Ça trahit mon âge. Et il y a un bruit infernal 24 heures par jour. C'est vraiment... pour moi, ça dépasse l'entendement. Je dors presque plus. Ma santé est vraiment mise en danger. Là, aujourd'hui, la question que je veux vous soulever, il y a l'étude sur le bruit, les nouveaux trucs, les ça qui s'en viennent. Je vais déposer un mémoire d'ailleurs pour le 25 juillet. Mais aujourd'hui, je veux juste vous poser la question, est-ce que le Conseil peut adopter un règlement qui pourrait interdire les motocyclettes et les voitures modifiées de parader et de pétarader dans les rues de l'arrondissement selon les heures de quiétude déjà adoptées pour les travaux de construction. Donc, de 17 heures à 7 heures. Puis je sais qu'il y a des règlements déjà sur le bruit des voitures, mais le niveau maximal d'un moteur, on peut-tu penser que ça ne correspond pas nécessairement au niveau de la quiétude des résidents dans le quartier? M. Provenchon, on va répondre à votre première question, à savoir pour les moteurs et tout ça, puis on vous laisse votre seconde question après. Oui, merci beaucoup pour votre question, M. Provencher. Tout d'abord, vous l'avez bien dit, là, il y a des interdictions. Là. Une voiture modifiée qui fait du bruit, c'est complètement proscrit et interdit. Et nos services de police, dans le fond, il faut qu'ils les attrapent sur le fait. Il y a eu de la formation qui a été donnée aux policiers, justement, pour qu'ils puissent reconnaître là, plus rapidement. Dans le temps de la pandémie, on avait un gros problème dans le secteur du Vieux-Montréal de voitures modifiées qui paradaient, ils faisaient le carrousel. Hein? Ça, c'est un élément sur lequel on intervient, mais si vous voyez, parce que des fois, il y a même des gens qui font de la location de voitures modifiées, puis que là, si vous constatez des situations récurrentes, ça vaut la peine de nous les envoyer parce qu'on va les partager à nos services de police aussi pour que dans leur ronde, ils soient plus attentifs à ça. Pour les motocyclettes, il y a des zones de restriction. On ne peut pas les interdire sur le territoire, mais il y a des zones de restriction. Puis, bien évidemment, là, en fonction de certaines heures, il y a, par exemple, là, dans le Vieux-Montréal, là, à proximité de chez vous, c'est un peu loin, là, mais quand même pas trop loin, il y a des zones où c'est proscrit. Après, évidemment, il y a tout aussi l'apaisement de la circulation qu'on fait, qui peuvent amener à éviter les carrousels. Parce que le problème, c'est pas ceux qui passent nécessairement, c'est ceux qui paradent, justement. Donc, ça pourrait valoir la peine qu'on aille voir sur place aussi les enjeux là, qui sont les plus récurrents dans votre secteur. Je connais très bien les habitations Jeanne-Mance. D'ailleurs, j'ai une rencontre de prévue très prochainement. On pourrait essayer de se donner rendez-vous là, pour qu'on puisse regarder ça sur le terrain ensemble. Merci. Ça fait plaisir. C'est ça. Les véhicules, c'est surtout le soir, là, moi... Évidemment. Dépasser 2 heures de la nuit, oui, ça n'a pas de bon sens. Très malheureux pour moi. Oui, c'est sûr. Et pour toutes les familles dans la sûr. Merci. Merci beaucoup. Puis on pourrait trouver un moment pour que vous puissiez en discuter également. Merci beaucoup. Monsieur André Gagnon. Bonsoir. Bonsoir. On est tous les quatre pour le même problème que François vient de citer sur la rue Overdale, devant le métro. Là. Alors, moi, je ne vais pas répéter la même question. Lucien Lallier, oui. Alors, nous, ça fait 25 ans qu'on habite là. On a vu les développements. On a passé à travers toutes sortes de changements. Mais là c'est vrai que ça s'intensifie. Alors, la question s'adresse à vous, M. Sasseville. Quand vous allez regarder ça, une chose qu'il pourrait aussi considérer, c'est qu'on vous allez construire un immeuble de 36 étages locatifs là, entre Lucien Lallier et la montagne. Ça risque de rajouter encore énormément de trafic, de logistique, surtout avec des locations. Je ne sais pas s'il va y avoir un garage intérieur, mais ça va commencer à faire beaucoup de monde. Oui, 36 étages. Je sais pas si vous êtes au courant de l'édifice, d'accord. Puis une autre question, une question qu'on me demande depuis longtemps, c'est les deux ruelles là, qui joignent la rue Lucien Lallier à la rue Montagne, là, au sud et au nord du 101, 101 du 1001 Lucien Lallier. C'est quoi votre intention avec ces deux ruelles-là? Parce que pour l'instant, ils sont fermés, bloqués.
Il y en a une qui serait utilisable en ce moment et qui pourrait servir aussi d'allée pour les livraisons. Je me demande si vous avez des intentions pour les ruelles. J'ai aucune idée de ce qui va arriver avec ces ruelles-là. Je sais que c'est un dossier que Mme Turcotte, la grande patronne du service de l'urbanisme, connaît, alors je vais lui laisser la parole. D'accord. Bonjour, M. Gagnon. Dans le fond, effectivement, dans le PPU des gares, dans les grandes planifications du secteur, il y avait une connexion qui était prévue justement entre les rues Lucien-Lallier et la rue de la Montagne. Je vous apprendrai rien en vous disant que la station Lucien-Lallier, c'est la station de métro cachée. Donc, l'idée était justement d'amener la mobilité active autour de la station Lucien-Lallier. Donc, c'est toujours dans les plans. Évidemment, on est aussi contraint par les calendriers des promoteurs qui ont justement des droits de développer sur ces propriétés-là. Donc, il y a un arrimage qui est fait. Puis, j'ai vos coordonnées. Donc, avec votre permission, notre équipe pourrait vous contacter pour vous donner plus de détails sur le calendrier puis les types d'aménagements qui étaient anticipés. Merci beaucoup. Vous avez une sous-question? Souhaitez-vous prendre la sous-question? Ça va? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Dans tous les cas, je pense qu'il va y avoir beaucoup des jasettes qui vont avoir lieu, tant au niveau administratif qu'au niveau politique. Donc, on pourra se mettre à jour dans les problématiques, assurément. Merci beaucoup. Monsieur Jean Laporte. Je demande pardon, Madame la mairesse. Merci. Bonsoir. Bonsoir, Madame Plante, notre mairesse. Bonsoir tout le monde. Mes questions, OK, que j'ai réduit à 2 parce que j'en avais 3, donc la troisième va être un commentaire, c'est concernant la nouvelle loi sur le bruit à Montréal. OK? C'est une loi qui est très complexe, extrêmement complexe. On a assisté à une réunion, une rencontre d'information. On était plusieurs. On avait des gens très qualifiés qui ont assisté à la rencontre, qui ont étudié tout le document. Le document est très difficile à comprendre, autant pour des gens qualifiés que les gens qui étaient présents à la rencontre devant nous. Il y avait beaucoup de points qui étaient à grande interrogation, qu'on n'avait pas de réponse. D'accord? La nouvelle loi est très inquiétante pour les citoyens. Premièrement, c'est pas une question, mais je vais emmener notre inquiétude, c'est que là, on décharge beaucoup, on pousse la responsabilité vers les citoyens pour les plaintes. Avant, c'était très facile. Maintenant, les plaintes qu'on va être obligés de déposer vont être très compliquées. Dans le sens que pour pouvoir calculer le bruit émis par un bar ou quelque chose comme ça, il va falloir qu'un inspecteur, après un rendez-vous, vienne chez vous, dans votre chambre à coucher, mesurer les décibels dans la chambre. Après ça, il va aller dans le salon, il va mesurer les décibels dans le salon. Il va enlever les bruits ambiants. S'il y a de la pluie, il va enlever... Monsieur Laporte, je veux juste vérifier. Voulez-vous prendre tout votre temps au complet, puis après ça, il y aura une question? C'est juste parce que... Je vais vous poser une question. Vous pouvez la poser tout de suite, puis on continue après. Donc, c'est l'inquiétude, parce que cette loi-là est beaucoup complexe. Beaucoup trop complexe, même pour des avocats qu'on a consultés. Votre question? Ma question. Moi, c'est concernant les terrasses, parce que dans le projet, pas dans le projet, mais dans la loi qu'on vous avait émise, il n'y a aucun détail sur les terrasses. On a omis d'en parler. Votre question? La question, qu'est-ce qui va arriver avec... Merci d'être si pointilleuse. Je ne pense pas que je suis pointilleuse, j'essaie juste d'être équitable avec tout le monde, mais on vous écoute. D'accord. Ma question, quand est-ce que vous allez amener les points qui vont réglementer les terrasses? Fait. Commençons avec ça, puis on continue. Madame Turcotte, qui est responsable de l'urbanisme au sein de l'arrondissement. Merci. Bonsoir. Donc, j'étais à la même consultation. Je pense que vous étiez présent. On va vous contacter pour effectivement démêler les fils. Mais par rapport au café-terrasse, pour le règlement actuel et le règlement à venir, il y a des limitations de bruit. Évidemment, il y a des distinctions à faire. Est-ce qu'on est dans une période de piétonisation? Est-ce qu'on n'est pas dans une période de piétonisation? Il y a des ordonnances. Donc, on va vous contacter si vous avez un cas très précis. Mais sachez que le règlement du bruit continue de s'appliquer, donc, et le futur, si on ne peut pas projeter, je ne suis pas sûre que je comprends bien votre question, mais on ne peut pas projeter de la musique mécaniquement directement depuis l'extérieur, donc depuis un café-terrasse, à moins d'avoir eu une dérogation à cet effet-là qui s'appelle des ordonnances. Donc, ça, c'est le principe général.
pour votre cas spécifique, ou si vous avez des exemples, comme vous savez, nos experts sont là, puis ça va nous faire plaisir de vous parler au téléphone sans rendez-vous, ni dans votre chambre à coucher, pour essayer de comprendre puis faire le ménage dans toute cette histoire-là. Parce qu'effectivement, c'est très complexe. Je suis pas spécialiste en bruit, puis, mais en même temps, on est toujours là pour essayer d'avancer la science, là, puis essayer de voir évoluer le règlement. Puis s'il y a des opportunités, suite à notre discussion et suite au mémoire qui est déposé par l'ensemble des intervenants, bien, ça va nous faire plaisir de faire les recommandations qu'il faut pour justement faire évoluer le règlement pour venir bien circonscrire les questions de bruit et de nuisance. Moi, je parlais surtout des terrasses permanentes. Votre deuxième, voulez-vous aller sur un plus long? Okay. Vous avez 1 minute 30, fait que si vous voulez... Et ma deuxième question était concernant les nouvelles tendances de bars qui se font à Montréal, comme dans les grandes villes internationales. Il y a une tendance qui c'est des cafés maintenant, OK, à grande surface, avec des DJ, avec de la musique très forte à l'intérieur. J'ai présentement un projet qui est juste à côté de chez nous, adjacent, de 7000 pieds carrés, d'un café avec DJ. Quelle réglementation va être attitrée à ce genre de place qui n'est pas un bar, qui n'a pas de boisson, mais qui accentue beaucoup, beaucoup, beaucoup sur la musique? C'est ce qui se passe présentement à Miami. Donc, les gens qui connaissent un peu le marché, là, c'est ça qui se passe. Là. 7000 pieds carrés, on amène plein de monde dans ça et adjacent à des immeubles d'habitation. Oui. Est-ce que vous avez embarqué ces gens-là dans le même règlement des bars ou il y a une petite place qui est dans l'ombre? C'est un très bon point. Puis là, je comprends mieux parce que je comprends, là, c'est comme vous êtes à côté, puis tu sais, autant le règlement vise... Puis si vous dites que c'est difficile à comprendre, déjà, nous, ça nous envoie une indication. Il ne faut pas que ça soit... On est en train de le mâcher puis de voir comment il doit être facilement compréhensible parce que c'est pas cool que vous deviez venir au conseil d'arrondissement pour poser une question aussi précise, mais qui vous touche directement, je le comprends bien. Je vais laisser Mme Turcotte, si jamais parce que j'ai l'impression qu'on va avoir une discussion plus approfondie avec vous, on pourra peut-être prendre un rendez-vous, mais Stéphanie, si vous avez comme des éléments déjà de réponse, là... En fait, Mme la mairesse a tout dit. On va vous consulter parce que, effectivement, ce que vous amenez comme commentaire café-terrasse, on le vit déjà actuellement avec les restaurants. Les restaurants qui s'établissent dans des bâtiments en bois pour lesquels il y a des nuisances parce que ces bâtiments-là n'ont pas été conçus pour cet effet-là. Donc, il faudra voir comment on peut adapter la réglementation par rapport aux zones tampons entre les différents usages. Puis notre discussion, je pense qu'elle va être vraiment bénéfique si on veut optimiser votre quiétude, en fait. Absolument. J'apprécie qu'on puisse communiquer avec vous. Il y aura peut-être d'autres personnes qui pourraient intervenir en ma présence pour la discussion. Merci, M. Laporte. Merci. Madame Christine Caron. Ah oui, il faut prolonger, oui, s'il vous plaît. Proposé par M. Baudry et appuyé par Mme Mauserol. Madame Christine Caron. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Je suis sur le même sujet que M. Laporte. Oui, et d'abord, ce que je voudrais dire, c'est que je voudrais vous remercier la Ville pour la consultation qui déborde les cadres habituels de ce genre de consultation-là, qui est au-delà des exigences légales. Je pense que c'est important qu'on puisse effectivement avoir de l'information, être consulté, et c'est ce genre de mécanisme-là qui fait en sorte que les gens s'impliquent davantage en politique municipale, en questions municipales, notamment en matière d'urbanisme. Bon, le temps file. Le bruit dans le Vieux-Montréal, en plus des terrasses, il y a aussi les bars, et ça, c'est une critique, une plainte fréquente des résidents. Leurs plaintes sont à l'effet que les entrées-sorties, les files d'attente et les files de fumeurs sont presque aussi perturbantes que le bruit qui vient du bar lui-même. Et ça, le règlement n'en tient pas compte. Il ne tient pas compte non plus au niveau des terrasses du bruit cumulatif. Puis là, on parle des terrasses en ligne sur la rue McGill, sur la rue Saint-Paul, et avec ce que vous allez regarder ce soir au niveau des terrasses, puis l'article qui dit qu'on va aller au sud de Sherbrooke partout,
pour l'établissement de terrasses, ça risque d'être assez catastrophique. Première question, Mme Caron. Ma première question est pourquoi faire porter le poids sur les résidents au niveau des plaintes, sur les forces de l'ordre et la petite équipe à l'arrondissement au niveau du règlement sur le bruit, alors qu'on pourrait peut-être penser responsabiliser les entrepreneurs et les propriétaires de salles de spectacle ou d'établissements. On vous répond et puis on va passer à votre deuxième question ensuite. Monsieur Baudry. Oui, merci beaucoup pour votre question. Là. Le bruit, là, c'est un vaste dossier qui ne va pas se régler par un règlement. Hein? Ce règlement-là, on vient dépoussiérer un vieux règlement qui n'a pas été revu depuis plusieurs années. Puis comme vous le dites, on le fait dans un processus consultatif puis itératif. L'objectif, c'est d'entendre vos préoccupations, de recevoir vos mémoires puis de faire évoluer la proposition de base qui a été faite. Pour tout ce qui est des bruits extérieurs, pour tout ce qui est des files d'attente, pour tout ce qui est dans l'espace public, il y a des éléments de réglementation qui vont y répondre, mais il y a aussi des éléments d'adaptabilité des bâtiments. Donc, par exemple, les programmes qu'on a pour aider les petites salles de spectacle à s'adapter, puis après tout le processus de sensibilisation qu'on fait aussi auprès des opérateurs pour éviter que ça déborde dans l'espace public parce qu'on veut des quartiers qui sont complets avec certes des commerces, mais aussi qui sont vivants avec des résidents qui habitent. Donc, je vous dirais qu'effectivement, peut-être que le spectre du règlement ne va pas aussi large qu'il serait souhaité ou peut-être qu'à certains moments, il va trop large. Bien, dites-le dans vos mémoires. Dites précisément les éléments de préoccupation. Ils ne seront peut-être pas répondus dans cette réglementation-là, mais elle pourrait permettre, par exemple, à nous faire réfléchir sur d'autres types de règlements et ou mesures qu'on pourrait aussi mettre en place. Donc, moi, je trouve que le processus qu'on vit actuellement est aussi important que le résultat qui va arriver à la fin d'une nouvelle réglementation. Votre question, Mme Caron? Ma sous-question tient justement à la suite. Avant d'aller aux mémoires, j'ai ici une liste de questions sur le projet de règlement. C'est des questions de toute nature. Ça touche l'urbanisme, ça touche la santé publique, ça touche les articles au plan technique, la cohérence des définitions entre les parties du règlement. Vous avez parlé d'informer les gens, de rencontrer les gens. Ce qu'on aimerait vous souhaiter, c'est au niveau des associations de résidents du Vieux-Montréal, c'est qu'il y ait une rencontre technique pour pouvoir regarder nos questions et peut-être discuter davantage certains aspects là, qui ne se discutent pas bien dans 1 minute et 30. En effet. Avec grand plaisir, comme toujours. Je veux dire, sur diverses réglementations, on a un canal privilégié avec les associations résidentes, que ce soit l'Association résidente du Vieux-Montréal ou l'Association citoyenne du village. Effectivement, on peut d'une part recevoir vos questions aussi. Donc, je serais curieux que vous puissiez nous les transmettre par courriel à nos équipes aussi directement pour qu'on puisse en prendre connaissance. On pourra voir, là, comme l'avait proposé là, Mme Turcotte, d'essayer de faire un tir groupé là, des gens qui représentent les associations pour répondre aux diverses questions. Est-ce que vous avez une copie de vos questions? Moi, j'aimerais ça l'avoir. Peut-être qu'on pouvait la laisser à mon collègue derrière, Mathis. En tout cas, si vous avez une copie trop, moi, je la prendrais bien. Vos questions. Ah, bien, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur Daniel Tifo. Bonsoir. Bonjour. Bonsoir, plutôt. Moi, c'est Airbnb, rue Robert Baudry. Ça vient plate, ma joke, là. Mais je ne suis pas capable de m'en empêcher. Moi, je suis un peu mêlé par rapport au 10-10, là, qui s'en vient, le nouveau règlement, 10 juin, 10 septembre. Je suis venu à la consultation publique. Commercial, résidentiel. Moi, c'est drôle. Vous connaissez mon histoire. Le bloc,
Le dude, comme vous l'avez appelé, il reste une porte. Son chum, il reste plus ensemble. Là, il est rendu au 3e. Résidence principale. Mais là, le dude en bas, il y a la résidence principale. Mais là, il a fait poser une porte pour avoir accès au 2e. Puis là, c'est rendu un bigérationnel, je pourrais le dire. Là, il a permis résidence principale, mais il loue le 2e étage, mais il loue pas son étage à lui. Là, il y a son chum qui reste au 3e étage, monsieur qui travaille dans le Vieux-Montréal, grosse agence touristique, là. On nommera pas de nom parce que quand je passe en cours, on m'a accusé de dire des noms ici, là, parce que j'ai été témoin pour la ville. Après ça, il y a la nièce, dont le procureur de la ville. Là, il faut y aller avec une question, là. OK. On va continuer l'histoire après. Tu sais, moi, dans mon livre, à moi, là, ça, là, c'est plus de la résidence principale, Mme Plante. Mhm. Ça devient du commercial. Un permis résidentiel, un dans un bloc, mais là, il y en a 3. C'est du commercial. Fait que là, c'est ça votre question? Non, non, juste pour vérifier, là, parce que moi, je ne suis pas connaissante Oui. du bloc en tant que tel. En aurait Madame, 10. je sais c'est où, là? Madame Turcotte, voulez-vous ajouter... Parce que là, votre dossier, vous savez qu'il est en train d'être étudié. Il est étudié, puis on a passé en cours 2 fois. Il a plaidé coupable. OK, il a plaidé coupable, mais voyons, il a redemandé un permis pour cette année avant de plaider coupable à Québec. Là, je veux juste vérifier. Là, en plus, on me donne une information. Faites avoir un petit peu, là. Je vais laisser M. Baudry, qui connaît bien l'enjeu de la rue Il était Baudry. supposé devenir... Ben, lundi, oui, Ouais. puis là, ça marche. M. Perras va se faire avoir. C'est ça, c'est M. Perras Greenspan qui va prendre ma place lundi parce que je ne pouvais pas, malheureusement. Sinon, j'ai arrêté pour un autre sujet. Pour l'autre cas, là, mais On est pour l'autre cas, mais juste... avertis-les que je vais y montrer mon... Wow, là, la petite discussion. C'est Là. ça, on va jaser à côté. Là, c'est au tour à M. Baudry. Donc, on a pris contact avec l'équipe d'inspection parce que, comme on s'est dit pendant la séance de consultation aussi, où vous aviez reparlé du cas, il y a des fins finaux, malheureusement, dans toutes sortes de réglementations qui essaient de trouver des petites mailles du filet. Fait que là, il faut toujours continuer à mettre la pression, puis ça passe par nos équipes d'inspection. Fait qu'il y a un lien qui est déjà fait entre l'arrondissement puis l'équipe dédiée au dossier Airbnb pour les poignées. Fait qu'on est là-dessus. Donc, j'espère que lundi, on va avoir un petit peu plus d'éléments à vous transmettre. C'était l'objectif. J'aurais voulu le faire moi-même, mais là, c'est Michael qui... Oui, mais lundi, c'est pas ça. Non, je sais que c'est pas ça. Je sais que c'est pas ça. Mais on va parler de ça pareil. Donc, là, on a comme fait un peu du tennis, là. Moi, je préférais que vous puissiez vous parler en long puis en large lundi avec Michael. Est-ce que ça vous va? Oui. Oui? OK. Je peux en rajouter un autre. Bien, on va faire ça plus court qu'1 minute 30 parce que vous avez pas mal débordé, là. J'essaie d'être équitable avec tout le monde. 1 minute, go! C'est ça. Ça veut dire... parce que moi, vendredi puis samedi passé, je me suis fait déranger, OK? Eux, quand ils ont agrandi, c'est un 2 étages. Oui. Ils ont demandé à la Ville un permis de ajout de 3 étages avec un accès au toit. Mais là, leur permis, là, leur compte de taxe est rentré. Puis là, sur le compte de taxe, c'est rendu un 4 étages. Mais le 4 étages, là, au 4e étage, il y a une salle de bain, il y a une salle de lavage, c'est de l'aisance, c'est un 4e étage. Puis les terrasses en avant, c'est ça qui me dérange, moi. Puis comme il dit, lui, là, je veux dire, si c'est commercial, il devrait fermer ses terrasses à 11 heures. Puis je chialerais beaucoup moins. Mais moi, vendredi puis samedi, là, je me suis fait déranger jusqu'à 1 heure du matin. Final bâton. Puis s'il n'est pas commercial, moi, je m'appelle Valérie Plante, puis je me représente aux élections à l'automne prochain. Merci, bonsoir. Je vais... C'est ça. Drop the mic. Mic drop. Monsieur Baudry? Oui, Quelque chose à ajouter? Je pense pas grand-chose, là, sinon... Ben oui, en plus! Hey boy! Non, mais tous ces éléments-là, c'est des éléments qui rentrent en ligne de compte. Parce que, tu sais, quand on va arriver, puis ça, je vous l'avais dit, quand on va arriver avec des inspecteurs, on va pas juste regarder Airbnb, tu sais. On va regarder tout le reste aussi. Oui. OK, parfait. Fait qu'on est sur le cas. Merci, M. Tifo, d'être là. Merci.
Diane, excusez-moi, Léveillé. Oui, on va vous emmener le micro, madame. Attendez, on veut bien vous entendre. Non, je n'ai pas de besoin. Bon, ben bonsoir tout le monde. Première des choses, je me demande qu'est-ce que je fais ici, parce que là, je vois qu'il y a des enjeux beaucoup plus importants que qu'est-ce que je vis présentement. Sauf que moi, ça fait 2 ans, avec d'autres citoyens de notre rue, on a un problème avec le parc des vétérans, une patinoire, et on fait des plaintes et des plaintes et des plaintes à la ville. Je demandais souvent qu'on m'appelle pour qu'on puisse trouver une solution, et il n'y en a pas de retour d'appel. Et là, je voudrais savoir pourquoi je n'ai pas de retour d'appel, puis d'autres citoyens avec moi, qu'on n'a pas de retour d'appel de nos plaintes. Puis je pourrais vous raconter l'histoire, mais je trouve que c'est ça. On est dérangé. On a une patinoire derrière chez nous qui est à, mettons, 40 pieds de notre façade derrière. Et tous les soirs, maintenant, il y a les gens qui venaient faire des activités, du hockey, puis du patin à roulettes, tout ça. Mais là, maintenant, c'est le vélo polo. Et eux, tous les soirs, de 5 h à 11 h le soir, ils viennent jouer, ils crient, ils tapent dans la bande, ils s'amusent, c'est des passionnés de leur sport, sauf qu'ils sont un gros groupe, et là, ils nous dérangent vraiment. Et on a beau leur dire qu'ils font beaucoup de bruit, qu'on a des enfants qui allaient à l'école, ils les dérangeaient le soir, ils ne pouvaient pas dormir. Moi, je suis rendue que je ne peux même pas manger sur mon balcon parce que le bruit est intense, et je pourrais vous le faire écouter parce que je l'ai enregistré de mon balcon. Et c'est épouvantable. Alors, je veux juste savoir pourquoi la Ville ne nous rappelle pas quand on fait des plaintes depuis 2 ans, puis qu'on aimerait ça pour pouvoir trouver une solution. Est-ce qu'on peut trouver une autre patinoire ou on peut leur mettre un horaire plus restreint? Tu sais, je ne sais pas. Bien, il y a on pas va vous répondre sur votre première question, puis après ça, on pourra bien sûr rebondir. Je vais laisser ma collègue Sophie Monzerolle prendre un premier bout. Oui, bonsoir, Sophie Monzerolle. Donc, je suis l'élue dans le quartier. Écoutez, je suis un petit peu surprise de ce que vous mentionnez parce que on a quand même reçu là, les préoccupations de plusieurs citoyens à cet égard-là, puis il y a quand même eu de nombreuses visites là, qui ont été faites par les équipes de l'arrondissement pour aller s'assurer. On parle beaucoup de bruit aujourd'hui là, pour aller s'assurer que la réglementation était respectée, qu'il ne dépassait pas les heures d'occupation du parc. Donc, il y a quand même une surveillance accrue qui a été faite. Ce qu'on a constaté, c'est qu'il n'y avait pas là, de dépassement en termes de réglementation. C'est sûr que c'est un parc, on est content qu'il soit occupé. Par contre, il y aura peut-être là, un travail de sensibilisation à faire auprès de cette organisation-là, mais sachez que ces préoccupations-là ont été bien reçues, bien entendues et bien traitées oui, par les équipes. Sauf que nous, on n'a pas été consultés. Il y a personne attendez, qui nous a appelés. Attendez, on va juste laisser comme chacun son tour. Après, ça revient à vous. C'est bon. D'accord? Oui, bien, allez-y pour votre deuxième question. On vous écoute. Nous, il n'y a personne qui nous a rappelé pour nous dire que... Parce que j'ai su aussi que la police vient plus souvent, mais ils viennent vers 5 h. Alors, eux viennent d'arriver, ils sont 2, 3, ça ne fait pas trop de bruit, mais rendu à 9 h le soir, c'est épouvantable. Et puis, les autres personnes qui venaient jouer au hockey ou ceux qui faisaient du patin à roulettes ne peuvent plus venir parce qu'ils les intimident. Ils arrivent, ils s'installent, ils commencent à prendre plus de place. Alors, les gens sont obligés de partir. Alors, moi, je trouve que la patinoire est supposée être publique pour tout le monde. Alors, je ne comprends pas que c'est juste eux qui se ramassent là. Puis les fins de semaine, de 8 h le matin à 11 h le soir, je vous avoue que ça commence à être très dérangeant. Alors, c'est ça que je veux savoir. Est-ce qu'on peut avoir une consultation? Peut-tu avoir quelque chose pour pouvoir trouver une entente? Je vais laisser Mme Tremblay, qui est responsable des sports et loisirs au sein de l'arrondissement, puis qui a pris connaissance de certaines problématiques en lien avec le parc des vétérans. Oui, il n'y a pas de Mme Leduc qui vous a appelé, sinon M. Daniel, probablement. M. Daniel est là? Oui, je pense que c'est ça. Je pense que Mme Leduc vous a appelé. Mais écoutez, je vais demander à mon équipe de faire une autre approche auprès de vous. On a vos coordonnées, puis on va voir. On est bien au fait de la situation. On fait, comme Mme Monzerolle l'a dit, là, un arbitrage avec l'organisme. On va souvent, le SPVM est très présent également. Donc, je suis confiante qu'on va trouver une solution. Là, oui, mais là, c'est juste eux qui prennent le contrôle de la patinoire. C'est pas normal. Non, mais je comprends. Mais là, je pense qu'on a dit, dans un, il y a eu un appel. Fait que je pense que je veux quand même le mentionner parce que si vous dites que la Ville ne vous a pas appelé puis qu'il y a un appel qui a été fait à monsieur, je veux quand même dire... Après ça, on va continuer à discuter. Peut-être que ce n'est pas à votre satisfaction exactement ce qui s'est passé ou comment ça se résout, mais on va continuer à chercher des solutions. Mais je veux juste quand même mentionner qu'il y a eu quand même une communication qui a eu lieu. Donc, à partir de là, Mme Tremblay s'engage à communiquer avec vous à nouveau, puis on pourra essayer de voir comment on fait pour rallier tous les besoins. On comprend très bien. On a envie que vous profitiez de votre maison puis votre cour. Ce n'est pas ça l'enjeu. Là. On veut. Puis on veut aussi que le monde utilise le parc. Fait qu'on va essayer de faire de la conciliation à travers tout ça puis trouver un chemin.
Bon, on vous Merci. rappelle. Merci beaucoup. Ça nous amène à la fin de la période de questions des gens qui se sont inscrits, qui sont ici en présentiel, mais on a aussi des questions qui sont en ligne. Et Madame Lemieux, je vais vous céder le micro pour la lecture de ces points. Puis merci à tout le monde pour vous être déplacés ce soir en présentiel. Merci, Madame la mairesse. Donc, la première question était la question de Madame Léveillé, qui vient juste de nous la poser. La deuxième question vient d'une personne qui s'appelle Gomer, du district de Saint-Jacques. Alors, l'objet est la demande d'agrandissement de spectre de rue. Question 1. La cour arrière concernée par la demande de dérogation est occupée par une unité de climatisation de type industriel et qui fait l'objet d'une plainte des riverains. On a le numéro de la plainte. Où est-il prévu de relocaliser cette unité de climatisation? Question numéro 2. Quelle est la hauteur à partir du niveau du sol des équipements et cheminées nécessaires à l'évacuation et traitement des fumées toxiques? Merci beaucoup pour votre question. Là, dans le cadre des travaux, l'unité de climatisation actuelle va être déplacée. La localisation finale qui va permettre d'assurer les nuisances reste à déterminer. Là, on pourra faire un suivi là-dessus, là, mais ça va être fait là, avec des études de professionnels. Puis, en fait, on va aussi s'assurer que les équipements là, soient faits là, comme c'est requis là, avec les filtres. Les localisations finales, toutefois, là, encore une fois, vont réduire les nuisances, là, mais ça va être fait suivant les normes là, du Code du bâtiment à cet égard-là. La prochaine question est de Chloé Grondeau. Grondeau? Je vois Grondeau. Pardon. Du district de Sainte-Marie. Bonjour, nous avons eu la mauvaise surprise de voir arriver des camions pour installer une borne de Bixi dans notre petite rue de duplex résidentiel ce matin. Nous sommes établis ici depuis des années. Nous vertissons notre rue, participons au programme de mange-trottoir, d'adoption de carrés d'arbres. Nous faisons tout ce qu'il faut pour faire de notre petite rue une rue plus verte, jolie, paisible. Aujourd'hui, vous venez sans consulter les citoyens faire installer des dizaines de bornes de vélos au mécanisme bruyant, livrées avec une affiche publicitaire, comme si nous étions situés sur une grande artère, un grand boulevard en centre-ville. Bref, vous venez de ruiner toute la beauté et la quiétude que nous nous appliquons à mettre en place depuis des années avec nos voisins. Et comme nous savons très bien que Sainte-Marie est un coin qui a besoin d'amour et de cet engagement précieux de ses habitants. J'ajoute en plus que la chambre de notre bébé donne sur cette rue. Qu'allons-nous faire maintenant avec le va-et-vient de jour comme de nuit incessant des gens qui vont prendre des vélos et les remettre en claquant les dites machines? Oui, merci beaucoup, Mme Grondeau, pour la question. Nos équipes ont eu l'occasion déjà d'échanger avec vous. D'abord, c'est sûr qu'on travaille extrêmement fort pour déployer un réseau de Bixi. Il y a énormément de demandes à chaque année. Bixi explose en termes de records. La demande est très grande et c'est une façon pour nous d'offrir des options de mobilité. Et maintenant, avec le Bixi électrique aussi, ça permet de rejoindre des quartiers plus excentrés, différentes clientèles. Donc, on en est bien content. Cela étant dit, on fait toujours un effort pour mettre les Bixi et les supports aux meilleurs endroits possibles. Dans le cas de la station Bixi qui a été installée près de chez vous, c'est temporaire, en fait. On va la relocaliser à l'espace où elle était précédemment. On l'a juste déplacé le temps d'effectuer les branchements, parce qu'il y a de plus en plus de vélos électriques. On est en train d'électrifier la flotte avec notre partenaire. Donc, dès que les branchements électriques seront faits à l'emplacement précédent, la station sera redéplacée où elle était précédemment. Donc, on essaie toujours de trouver les meilleurs endroits, les meilleurs secteurs pour déployer ce réseau-là, mais sachez qu'il est quand même extrêmement apprécié et que c'est une façon pour nous d'offrir plus d'options de mobilité aux Montréalais et Montréalaises. La prochaine question est de Ben. Bonjour, j'habite dans le quartier depuis plus de 3 ans. La pandémie a fait énormément de mal à notre quartier, mais je constate un niveau d'insécurité grandissant. Je ne parle même pas de la détresse et du fossé qui sépare de plus en plus les habitants, avec domicile ou non, du quartier. Quand je regarde par la fenêtre où je sors de chez moi, consommation, hygiène, c'est triste, mais un constat. En plus de 3 ans, j'ai eu de nombreuses intrusions dans les parties communes de mon logement, à devoir littéralement chasser des personnes qui consomment ou squattent. Il y a un mois, il y a eu une tentative de viol à 4 heures du matin sur le palier de ma porte. Et j'habite au dernier étage. La police a mis 1h15 avant d'intervenir. Et je ne parle pas de la consommation devant l'église d'en face de l'école, dans les parcs.
En rien, je ne peux comprendre les enjeux et l'intensité d'être consommateur et évidemment, ils doivent être accompagnés. Mais là, le niveau de sécurité civile et humain est devenu catastrophique. C'est quoi l'avenir de notre quartier? Et je ne parle même pas de l'inflation de celui-ci. J'aime mon quartier, mais si vous l'aimez aussi, quelle solution proposez-vous? Merci beaucoup pour la question. On en a parlé à plusieurs reprises ce soir, comme les mois précédents. La question de la cohabitation, c'est quelque chose qui nous occupe énormément. On voit que la crise des vulnérabilités augmente, puis c'est un travail constant qu'on fait pour trouver des solutions, que ce soit le déploiement de ressources supplémentaires, un travail plus étroit avec les organismes communautaires. Évidemment, on travaille en partenariat avec nos postes de quartier. D'ailleurs, les éléments là, que vous mentionnez sont vraiment de l'ordre là, de la criminalité et dans ce cas-ci, c'est extrêmement important que vous communiquiez avec le SPVM. Ils sont avec nous ce soir, ont bien entendu là, les préoccupations. Donc, il y a des questions de criminalité, ça doit toujours être traité par le SPVM, mais bien sûr, pour la question de la cohabitation, là, on met toutes les ressources possibles et imaginables et on va continuer de le faire parce qu'on sait que la situation est difficile puis on veut vraiment s'assurer de trouver les meilleures solutions pour que tout le monde se sente en sécurité puis puisse jouir de leur qualité de vie et de leur quartier. Merci beaucoup. Question numéro 5, qui est de Jean Carrier. C'est sur le même immeuble situé sur la rue Ontario. D'emblée, nous nous opposons à tout agrandissement du site d'objection supervisée Spectre de rue situé sur Ontario ou tout ajout de services à ce site. J'habite à cette adresse depuis octobre 2000 et j'ai constaté une nette dégradation depuis l'ouverture du site. La situation est rendue clairement hors de contrôle. Seringues souillées, laissées dans les entrées de commerce, attroupements sur les trottoirs, individus en crise tant le jour que la nuit, vandalisme de voitures, malpropreté, itinérance récurrente dans le bâtiment au coin de Baudry, Ontario. Qu'est-ce que la Ville et Spectre de rue comptent faire pour reprendre le contrôle de la situation et rendre une certaine quiétude dans le quartier et le rendre plus sécuritaire? Je crois qu'il est temps de déplacer ce site dans un autre quartier. Merci pour votre question. Bien, il y a plusieurs choses là, qui sont faites, puis on pense que c'est en mettant tout le travail collectif ensemble qu'on va y arriver. La crise des vulnérabilités, c'est partout à Montréal, là, effectivement. Des fois, il y a des phénomènes là, qui arrivent dans certains secteurs. Bien évidemment, concrètement, ma collègue Sophie en a fait état. On finance des activités communautaires, par exemple avec l'Anonyme pour du travail dans l'espace public. On travaille aussi avec le SPVM pour solutionner des enjeux qui sont plus liés à la criminalité. Pour tout ce qui est la présence de seringues dans l'espace public, on s'assure vraiment aussi de travailler avec la santé publique. Tout ce qui est des programmes de ramassage de seringues, d'entretien. On investit comme ville aussi beaucoup en termes de propreté, salubrité. On essaie de donner des options aux populations vulnérables, par exemple, avec nos brigades du programme Tapage, qui sont aussi de spectre de rue et qui livrent d'excellents services au quartier. Bien évidemment, après, ça va passer beaucoup par la concertation et on y croit. Donc, est-ce qu'il serait possible de mettre en place des tables de bon voisinage? Ça peut faire partie des succès. C'est pas la première fois qu'on vit des phénomènes comme ceux-là et c'est souvent quand on travaille ensemble qu'on y arrive. Alors, c'est le pari qu'on fait. On a rencontré aujourd'hui la coalition Ontario. On est bien prêt à travailler avec tout le monde, mais également avec les organismes communautaires qui offrent des services qui sont essentiels. Une question de Louise Frigon, du district de Sainte-Marie également. Sur le même immeuble, peut-on envisager avoir une population d'usagers très sédentarisés aux abords du site à 81 mètres, 267 pieds de notre organisme, Petite Maison des Enfants Soleil, au 1915 de la Visitation? 34 ans à cette adresse, ayant de grandes fenêtres à ras du sol où les enfants voient chaque jour les injections, la souffrance des toxicomanes, les paramédics et les policiers. Pourquoi, alors que le site est hors contrôle, à proximité des enfants 16 à 13 ans, vouloir un aménagement où la population de toxicomanes augmentera sans avoir essayé de régler le problème?
Je référais sur plusieurs éléments que j'ai apportés tout à l'heure, mais il y a un élément que je veux vraiment réitérer. Quand on offre des endroits sécuritaires à l'intérieur, ça fait en sorte aussi qu'il y a moins de personnes qui consomment à l'extérieur. Puis la mairesse l'a dit d'entrée de jeu, hein, l'objectif, ce n'est pas moins de services, c'est plus de services répartis sur le territoire pour éviter les concentrations. Les groupes communautaires sont souvent à bout de souffle parce qu'il y a un besoin qui est exprimé. Donc, on encourage beaucoup le réseau de la santé à offrir des services plus adaptés, des services mobiles aussi partout sur le territoire montréalais. Puis bien évidemment, comme j'ai dit, pour tous les enjeux d'incivilité puis de cohabitation, on est bien prêt à travailler avec toutes les parties prenantes. S'il y a des enjeux qui sont récurrents, des fois, il y a de l'aménagement du domaine public qui peuvent aider, mais il y a aussi des interventions dans l'espace public. Ça va nous faire plaisir de le travailler là, avec les différentes parties prenantes dans ce dossier-ci. La prochaine question est encore une fois sur le même immeuble. Bien, vous pouvez peut-être lire la question, bon, référer aux mêmes réponses pour que la question soit entendue. Je vais lire la question. Donc, demande de dérogation mineure du 1272 Ontario-Est, extension de 39 mètres carrés. Aucun riverain, question 1, aucun riverain de cette cour arrière n'a été informé du projet ni de ses impacts sonores, visuels, olfactifs et la qualité de l'air, émanation de drogue illégale. Madame la mairesse, je demande un report de ce dossier en vue de permettre aux demandeurs d'intégrer ces éléments ainsi que d'informer les riverains et avoir ainsi une idée de la situation cible globale impactant les propriétaires et locataires riverains de ce projet d'inhalation de drogue, y compris les locataires vulnérables de spectre de rue. Deuxième question. Cette cour arrière est enclavée dans les propriétés voisines avec une issue secondaire piéton assortie d'une servitude de passage sous un immeuble voisin rue Baudry dont les portes sont fermées, verrouillées avec badge. Je demande que le service d'incendie de Montréal soit consulté car ce bâtiment constitue une zone de conflagration du même type que le Vieux-Montréal. Les constructions de lieux d'accueil en arrière-cour sont interdites dans l'arrondissement. Aucune voie d'évacuation n'est possible en l'état, mettant les populations vulnérables potentiellement dans une criticité majeure. Je vais peut-être quand même ajouter une précision parce qu'il y a des éléments nouveaux par rapport à tout ce qui est service d'incendie. Ce qu'il faut savoir, c'est que toute nouvelle construction doit être faite selon les normes du Code du bâtiment et les normes aussi de santé, sécurité, incendie, surtout quand on offre un service à une population plus vulnérable. Donc, bien évidemment, dans tout le processus de construction, ça sera quelque chose qui sera fait à cet égard-là. Mais il n'y a pas, c'est ça, ça se passe à l'intérieur. C'est un agrandissement de l'intérieur. Ce n'est pas une nouvelle construction extérieure, effectivement. Donc, là-dessus, là, ça sera fait dans les normes de l'art selon le Code du bâtiment. La prochaine question est de Richard Morissette. Bonjour, on a installé une station Bixi devant chez moi. Ça dérange tout le monde, le bruit, la nuit. Que pouvez-vous faire pour ça? Merci. Oui, bonsoir, M. Morissette. J'ai déjà répondu à une citoyenne précédemment. Donc, c'est un déplacement temporaire de la station, le temps qu'on électrifie l'emplacement précédent. Donc, dès que les travaux d'électrification de la station seront terminés d'ici quelques semaines, on pourra remettre la station à son lieu précédent et vous pourrez ainsi retrouver la quiétude. Je tiens quand même, cela dit, à mentionner que bien qu'on fait de très gros efforts pour s'assurer que les stations de Bixi soient au meilleur endroit possible, ça demeure un service qui est très apprécié par les Montréalais et Montréalaises et on est bien content de pouvoir compter sur ce service-là. Merci beaucoup. La prochaine question, l'avant-dernière question, est de Grégory Gelstalder. Sur la rue Ontario, entre Atatacan et Papineau, il y a l'école primaire Marguerite-Bourgeois et l'école Garneau, où vont nos enfants. Le centre Yvon Deschamps, où des familles emmènent leurs jeunes pour faire du sport. Il y a aussi un théâtre, des commerces, des restaurants, mais il y a surtout un problème d'itinérance, de santé mentale et de drogue constant et croissant depuis les dernières années. Une cohabitation très fragile qui a donné lieu à des incidents parfois meurtriers, et cela lié systématiquement au trafic de drogue, bien sûr, mais à toute forme de problèmes liés à l'abandon de cette population, au manque de moyens sûrement, mais surtout à ce qui semble être un manque de volonté. Nous, les habitants du quartier, depuis longtemps, sommes conscients des enjeux, mais laisser la situation s'aggraver et même mettre de l'huile sur le feu devient intolérable. Donnez-vous les moyens de gérer ces enjeux. Nous nous sentons tellement démunis. Doit-il arriver un drame de plus pour que ce soit pris au sérieux? Qu'avez-vous prévu concrètement pour gérer dans le très court terme la situation qui dégénère? Quels sont les moyens que vous allez mettre en place pour améliorer la situation à moyen terme d'ici la fin de l'année? Et quels sont vos plans pour rendre le quartier enfin vivable pour les familles au long terme?
Alors, je tiens à rassurer, monsieur, que ce n'est pas un manque de volonté. C'est plutôt une réalité qui est définitivement très en augmentation ici à Montréal, puis aussi partout au Québec. On pourrait même dire partout à travers l'Amérique du Nord aussi, c'est-à-dire l'augmentation des vulnérabilités. Et nécessairement aussi l'enjeu de comment est-ce qu'on s'assure que nos rues, nos quartiers soient sécuritaires, puis qu'ils ne deviennent pas des hôpitaux à ciel ouvert, des centres d'injection à ciel ouvert, en sachant aussi que les citoyens ont tout à fait le droit de se sentir en sécurité puis d'avoir une belle qualité de vie. Donc, nous, la Ville de Montréal, depuis des années, évidemment, on fait beaucoup de représentation et de travail avec le gouvernement du Québec, étant donné qu'ils sont en charge des dossiers de la santé. Donc, justement, on leur demande d'amener des travailleurs de rue plus dans la rue, d'amener les services de santé mentale et de toxicomanie dans la rue, parce que souvent, ces gens-là, ben ils vont où ils peuvent, mais c'est pas une raison pour se retrouver. On sait que ça peut mener à des situations très difficiles pour les résidents-résidentes. Donc, on en est extrêmement conscient et on va continuer à travailler d'une part avec le gouvernement, dont c'est la responsabilité, puis qu'on espère qu'ils vont s'adapter à cette nouvelle réalité là, mais aussi de travailler avec le SPVM. On a augmenté les effectifs. Il y a eu tout on a rejoué, si je peux dire, avec les effectifs. Monsieur Daguerre, Mme Balog étaient là pour en parler il y a quelques semaines. Ça a un impact dans le village. Je pense que nécessairement, le travail qui a commencé à être fait aussi avec la coalition des gens du quartier autour de la rue Ontario, on veut pouvoir aussi mettre plus d'effectifs. C'est aussi EMIS qui est là pour porter main forte, mais définitivement, l'idée ici, c'est l'itinérance et les problèmes de santé mentale et autres ne vont pas disparaître, quoi qu'il arrive. Il faut qu'on trouve des solutions ensemble, puis nous, on va continuer à s'engager à amener nos partenaires des niveaux supérieurs à trouver des solutions pérennes, puis ça passe par un toit. Puis ça passe par une équité territoriale pour que ça ne soit pas seulement dans Ville-Marie, mais que ça se passe aussi qu'il y ait des ressources ailleurs, sur l'île de Montréal, pour enlever de la pression sur le centre-ville, parce que notre centre-ville, on l'aime avec toute une panoplie, tous les gens qui y habitent, mais aussi les citoyens, puis les familles qui s'y installent. Voilà. Et la prochaine question et dernière question nous vient de Olivier Lauzon. La question adressée au CCU s'inscrit dans le cadre du dépôt de recommandations rédigées conjointement entre citoyens et différents acteurs du milieu, dont la table de concertation Peter McGill, le Comité logement de Ville-Marie, ainsi que le département de conservation du patrimoine bâti de l'Université de Montréal. Ces recommandations portent sur 5 grandes thématiques issues des échanges menés: la valorisation du patrimoine, l'avenir de la mobilité durable, la bonification de la programmation, l'intégration urbaine, la consultation citoyenne. Afin de favoriser un travail concerté entre développeurs, concepteurs et les instances publiques, le dossier est accompagné d'une série d'actions visant à encourager l'adhésion citoyenne et à favoriser la réalisation d'un projet qui contribuera à l'identité de Montréal. Sur cette base, nous souhaitons aujourd'hui interroger le CCU sur les points suivants. 1. Quelles démarches sont actuellement entreprises afin d'encadrer la mise en valeur du patrimoine de la gare et d'anticiper l'évolution de son achalandage en lien avec les différents projets de transport public? 2. La Ville prévoit-elle établir des paramètres clairs pour les volets sociaux et démocratiques du projet en intégrant notamment les éléments suivants: quota maximal de logements abordables, réduction des stationnements étagés, création d'un espace public structurant et végétalisé, tenue d'une consultation publique inclusive afin que l'opération reflète l'avis citoyen. Les documents associés à cette question vous ont été remis dans vos pochettes. Merci beaucoup pour la question. On s'est rencontrés avec le groupe, on a abordé toutes ces questions-là. En fait, là, on ne pose pas une question au CCU parce que le CCU se réunit seulement quand il reçoit des projets, mais soyez assurés que tous les éléments qui sont proposés, comme je vous ai dit lors de la rencontre, sont faits en vertu des règlements, mais en vertu des projets qui seront déposés aussi. Donc, nous, on essaie d'avoir les meilleurs projets avec les leviers qu'on a aussi. On rappelle que la gare centrale est un secteur développement privé. Il y a des protections patrimoniales ou de mise en valeur qui sont au règlement. Il y a des leviers. Je vous assure, on n'a pas de minimum de stationnement. Là. Ça n'existe plus. Donc, à Ville-Marie. Alors, on va apprécier le projet, mais bien évidemment, on prend connaissance de toutes vos recommandations que vous nous avez transmises. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est ce qui met fin à la période de questions des citoyens.
Et ça nous amène au point 10.06, qui est la période de questions des membres du Conseil. Parfait, je vous remercie. Alors, Madame Lemieux, si vous êtes prête, je vous repasse le micro. Parfait, merci. Oui, tout à fait, merci. Donc, nous sommes rendus à la période de questions des membres du Conseil. Pas de questions? Oh, je m'excuse, je n'ai pas compris. Excusez-moi. Je suis rendue à la page suivante. Désolée, je n'avais pas tourné la page. Donc, nous sommes rendus au point 10. Donc, réunion pour étude et adoption des articles 10.07 à 10.10. Donc, c'est proposé par M. Baudry et appuyé par Mme Moserol. 10.07, adopter le procès-verbal de la séance du Conseil d'arrondissement du 10 juin 2025. 10.08, prendre acte du dépôt du procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme tenue le 12 juin 2025. 10.09, prendre acte du dépôt du rapport de la séance d'Assemblée publique de consultation du 25 juin 2025. Et 10.10, dépôt d'un procès-verbal de correction du règlement modifiant le règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Ville-Marie et le règlement sur la démolition d'immeubles CA 24-215, CA 24-182.142, adopté à la séance du Conseil d'arrondissement du 10 juin 2025, CA 25-240-226, afin de corriger la numérotation du titre et des articles insérés par l'article 15. Des commentaires? Cette proposition est donc adoptée. Pour orientation, point 12.01, approuver la catégorisation obtenue par les organismes Intervalle 1175 et la Maison Lucien, Corporation de la Maison Lucien-Lallier en vertu de la politique d'accès au soutien de Ville-Marie, et ce jusqu'au 31 décembre 2028. Proposé par M. Baudry, appuyé par Mme Moserol. Des commentaires? Cette proposition est donc adoptée. En affaires contractuelles, réunion pour étude et adoption des articles 20.01 à 20.10, proposé par M. Baudry, appuyé par Mme Moserol. 20.01. Accorder le contrat à Le Groupe Centreco Inc. pour l'installation de compteurs d'eau sur plusieurs installations de l'arrondissement, autoriser une dépense totale de 217 164,78 $, taxes et contingences incluses, appel d'offres public VMP 25009, 5 soumissionnaires. 20.02. Accorder un contrat à 9110-80-27 Québec Inc., l'Escouade L'Atelier, pour la fabrication et l'installation de 9 structures d'exposition culturelle extérieure et permanente pour le quartier culturel des Faubourgs. Autoriser une dépense totale de 177 277,65 taxes incluses. Appel d'offres public 25, 210-22, 4 soumissionnaires conformes. 20.03. Autoriser une prolongation du contrat de 91-76-7277 Québec Inc., GoCube Inc., pour une période d'1 an, soit du 1er août 2025 au 1er août 2026, pour l'enlèvement, le transport, l'entreposage, la fumigation, la destruction des objets et des effets mobiliers déposés sur la voie publique lors de saisies ou de procédures d'éviction de débiteurs sur le territoire de l'arrondissement de Ville-Marie. Autoriser une dépense supplémentaire de 157 990,14 $, taxes incluses, majorant la dépense totale autorisée à 601 563,69 $. Appel d'offres public 22 19 65 8, un soumissionnaire. 20.04. Accorder un contrat à Céveco Inc. pour des travaux de remplacement de pavés de béton dans le quartier des spectacles. Autoriser une dépense totale de 1 484 656,36 $, taxes, contingences et incidences incluses. Appel d'offres public VMP 25007, 3 soumissionnaires. 20.05. Accorder un contrat à l'épavage CECA pour des travaux de planage de la chaussée dans différentes rues locales. Ce sont les programmes PCPR et PRR 2025. Autoriser une dépense totale de 502 786,24 $, taxes et contingences et frais de surveillance inclus. Appel d'offres public VMP 25012, 3 soumissionnaires. 20.06. Résilier le contrat de service accordé à l'organisme Centre communautaire de loisirs Sainte-Catherine d'Alexandrie relativement à l'entretien, l'accueil et la surveillance du Centre Sainte-Catherine d'Alexandrie en date du 31 juillet 2025,
approuver la nouvelle convention de service et accorder un contrat de gré à gré à l'organisme Centre communautaire de loisirs Sainte-Catherine d'Alexandrie afin d'assurer l'entretien du Centre Sainte-Catherine d'Alexandrie pour la période du 1er août 2025 au 31 décembre 2025 et autoriser une dépense maximale de 24 173 $, toutes taxes incluses. 20.07. Approuver la convention de prêt d'immeubles pour le Centre Sainte-Catherine d'Alexandrie situé au 1700 rue Atataken à l'organisme Centre communautaire Sainte-Catherine d'Alexandrie à titre gratuit pour la réalisation d'activités de loisirs pour la période du 1er août 2025 au 30 juin 2027. 20.08. Approuver la convention avec l'organisme Rencontre Cuisine pour l'animation de projets d'agriculture urbaine pour la période du 1er juillet au 31 août 2025 et accorder un soutien financier maximal de 14 986 $ et 75 sous. 20.09. Approuver la convention se terminant le 30 août 2025 avec la Fondation JIA pour finaliser le projet Faire rayonner le quartier chinois au-delà des frontières et accorder une contribution financière de 18 000 $. 20.10. Approuver les conventions se terminant au plus tard le 30 juin 2026 avec Montréal la plus heureuse et Voix culturelle des Faubourgs dans le cadre de l'édition 2025 du Fonds de soutien aux organismes culturels œuvrant dans Ville-Marie et accorder une contribution totale de 45 000 $. Des commentaires? Cette proposition est donc adoptée. Réunion pour étude et adoption des articles 20.11 à 20.18 proposés par M. Baudry, appuyés par Mme Moserol. Approuver les conventions 20.11. Approuver les conventions se terminant au plus tard le 30 mai 2026 avec le collectif d'édition et d'impression La Guillotine et la Société pour promouvoir les arts gigantesques SPAG dans le cadre de l'édition 2025 du programme de soutien financier aux initiatives culturelles et accorder une contribution totale de 23 500 $. 20.12. Approuver les conventions se terminant le 31 mars 2026 avec la Corporation de développement communautaire du Centre-Sud, Interaction du quartier Peter McGill et la table de concertation du Faubourg Saint-Laurent pour le soutien au développement social des quartiers, conformément au cadre de référence de l'Initiative montréalaise de soutien au développement social local, accorder à cette fin une contribution totale de 94 839 $. 20.13. Approuver la convention se terminant le 30 avril 2026 avec la Corporation de développement communautaire Centre-Sud afin de soutenir les démarches et actions du chantier d'accompagnement des grands projets du Centre-Sud, accordé dans le cadre du Fonds de soutien financier en développement social, une contribution totale de 25 000 $. 20.14. Approuver la convention se terminant le 31 décembre 2025 avec Go Jeunesse afin de soutenir les activités de la Ligue de basketball du Centre-Sud LBCS qui contribue à la prévention en sécurité urbaine. Accorder à cette fin une contribution totale de 10 000 $ en provenance du budget dédié du service de la diversité et l'inclusion sociale pour le programme Prévention Montréal. 20.15. Approuver la convention se terminant le 31 mars 2026 avec le Comité Logement Ville-Marie de Montréal pour la réalisation du projet Une porte pour tous et toutes et accorder une contribution de 25 000 $, incluant les taxes si applicables. 20.16. Approuver les conventions de contribution financière se terminant le 30 septembre 2025 avec 6 organismes à but non lucratif dans le cadre du programme Accessibilité aux loisirs de l'arrondissement de Ville-Marie et accorder des contributions financières totalisant 30 000 $ à cette fin. 20.17. Accorder à même le budget de fonctionnement des contributions à divers organismes pour un montant total de 25 450 $. 20.18. Approuver la convention se terminant le 30 décembre 2027 avec Espace LGBTQ+, pour le projet Espace Plus Village et accorder une contribution financière de 625 000 $. Des commentaires? Cette proposition est donc adoptée. En administration et finances maintenant. Réunion pour étude et adoption des articles 30.01 à 30.05 proposés par M. Baudry, appuyé par Mme Moserol. 30.01. Approuver la répartition des surplus dégagés de l'exercice 2024 de l'arrondissement de Ville-Marie établi à 9 800 700 conformément à la politique d'attribution et d'utilisation de renflouement des surplus de gestion dégagés de l'exercice financier 2024 de la Ville de Montréal. 30.02. Autoriser une dépense de 500 425 $, taxes incluses pour le financement des travaux de réaménagement du nord de la place Émilie-Gamelin dans le cadre du projet de réfection de la membrane d'étanchéité de la station du métro Berry-UQAM. 30.03.
Prendre acte du dépôt des rapports sur l'exercice des pouvoirs délégués aux fonctionnaires, système GDD et Simon, pour la période du 1er au 30 juin 2025. 30.04. Accepter la contribution financière de 87 325 $ octroyée à la Direction de la culture, des sports et des loisirs et du développement social, DCSLDS, dans le cadre du programme circonflexe de sport et loisirs de l'île de Montréal, SLIM. 30.05. Autoriser un virement budgétaire net de 1 300 $ du budget de fonctionnement en provenance de la Division de la gestion immobilière et des ressources matérielles de l'arrondissement de Ville-Marie vers le Service des technologies de l'information STI pour l'année 2025 et acquérir 2 licences logiciels Teams et d'autoriser l'ajustement récurrent de ce même montant à la base budgétaire à compter de l'année 2026. Des commentaires? Cette proposition est donc adoptée. Réunion pour étude et adoption des articles 40.01 à 40.10 proposés par M. Baudry, appuyés par Mme Mozerol. 40.01. Approuver des initiatives culturelles, autoriser l'occupation du domaine public et édicter les ordonnances du 28 juillet au 13 septembre 2025. 40.02. Autoriser la tenue de programmations diverses sur le domaine public, saison 2025, 5e partie A, et édicter les ordonnances. 40.03. Édicter une ordonnance concernant la tenue d'événements sur la place de la Création du 10 juillet au 28 août 2025. 40.04. Édicter une ordonnance concernant la tenue d'événements sur le parterre avant de la Bibliothèque et Archives nationales du Québec, BANQ, du 8 juillet au 15 octobre 2025. 40.05. Édicter une ordonnance concernant la tenue d'événements dans la cour du pavillon Hubert-Aquin de l'Université du Québec à Montréal-UQAM et la cour avant de la chapelle Notre-Dame de Lourdes du 8 juillet au 15 octobre 2025. 40.06. Accorder une dérogation mineure relativement aux dispositions concernant la construction d'une dépendance dans une cour avant prescrite au règlement d'urbanisme 01282 pour le bâtiment situé au 189 avenue Vigier-Est, conformément au règlement sur les dérogations mineures. 40.07. Accorder une dérogation mineure relativement à un plan d'affichage comportant des enseignes installées dans un soffit, des enseignes sur vitrage d'une superficie supérieure à 2 mètres carrés et des enseignes de nom d'immeuble à une hauteur inférieure à 16 mètres et d'une superficie supérieure à 1 mètre carré pour le bâtiment situé au 300 rue Sainte-Catherine-Ouest, conformément au règlement sur les dérogations mineures. 40.08. Accorder une dérogation mineure relativement au taux d'implantation maximale pour le bâtiment situé au 1272 rue Ontario-Est, conformément au règlement sur les dérogations mineures. 40.09. Accorder une dérogation mineure relativement à la hauteur minimale et à la marge latérale minimale pour le bâtiment situé au 740 rue Notre-Dame-Ouest, conformément au règlement sur les dérogations mineures. 40.10. Autoriser l'exercice d'un usage conditionnel pour le remplacement d'un espace non habitable en espace habitable sous le niveau du rez-de-chaussée pour le bâtiment situé au 1900 rue Sherbrooke-Ouest, conformément à la procédure sur les usages conditionnels. Des commentaires? Cette proposition est donc adoptée. Réunion pour étude et adoption des articles 40.11 à 40.16 proposés par M. Baudry, appuyé par Mme Mozerol. 40.11. Autoriser l'exercice d'un usage conditionnel occupation événementielle relativement à l'occupation de la cour intérieure de l'immeuble situé au 400 rue Sainte-Catherine-Est, conformément à la procédure des usages conditionnels du règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Ville-Marie. 40.12. Autoriser l'exercice d'un usage conditionnel occupation événementielle relativement à l'occupation du parvis de l'immeuble situé au 475 boulevard de Maisonneuve-Est, conformément à la procédure des usages conditionnels du règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Ville-Marie. 40.13. Autoriser l'exercice de 2 usages conditionnels occupation événementielle et activités communautaires ou socio-culturelles pour le bâtiment situé au 2875 rue Hochelaga et ce conformément à la procédure des usages conditionnels du règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Ville-Marie. 40.14. Adopter le règlement abrogeant le règlement relatif aux bibliothèques de l'arrondissement de Ville-Marie, CA 24-218, adoption. 40.15. Adopter le règlement modifiant le règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Ville-Marie 01282 ainsi que le règlement sur les opérations cadastrales à l'égard du territoire de l'arrondissement de Ville-Marie en vue d'assurer une concordance au schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de Montréal.
Adoption. 40.16. Adopter avec modification le règlement modifiant le règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Ville-Marie 01282 à l'égard de la terminologie des établissements d'hébergement touristique et des catégories d'usage. C'est le deuxième projet de règlement. Des commentaires? Cette proposition est donc adoptée. Merci beaucoup, Madame Lemieux. Le point 40.17, adopter un règlement modifiant le règlement sur l'occupation du domaine public à l'égard de l'arrondissement de Ville-Marie afin de modifier les normes encadrant les permis d'occupation périodique du domaine public, soit les cafés-terrasses et les placotoirs. C'est un avis de motion et un dépôt. Et ça nous amène au point 70.01, qui est la levée de la séance. Je vous rappelle que la prochaine séance ordinaire du Conseil de Ville-Marie aura lieu le mardi 9 septembre 2025, ici même à la salle du Conseil, qui est située au 800 boulevard du Maisonneuve-Est. Et je vous souhaite à tous et toutes un très bel été. Merci beaucoup. Merci aux collègues. Merci.